Bonjour à tous, Bonjour à bienvenue sur le tous. 4 table. Salut Hugo. Salut Jean, comment ça va? Ça va, bah là il fait beau, donc ça fait plutôt du bien. On l'attendait depuis septembre dernier, ce beau temps, donc ça Il fait fait du chaud bien. à Paris un peu? Il fait 35 à Paris. C'est pour ça que j'ai pas mis les lâcher trop chaud, hein. D'ailleurs, il faut qu'on se prenne des mugs le caf rentable, hein, j'y Mais pense. bien sûr, parce que là, Ah non, mais va falloir investir dans des mugs le caf rentable, ça c'est clair. ouais, carrément. D'ailleurs, en Euh, parlant du CAF rentable, on vous remercie parce que là, à l'heure où on tourne la vidéo, on est passé les 300 abonnés, allègrement, 311. On a eu beaucoup de retours positifs et on hmm, vous remercie vraiment pour le nombre de c'est retours vraiment qu'on a cool. eu, surtout sur YouTube. Je pense que beaucoup de personnes regardent Ouais. plutôt, nous regardent en vidéo. Non, 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 on a presque autant de visionnage en podcast que en YouTube. Ok, putain, c'est bien, Ouais, ça veut ouais, dire qu'on on a fait beaucoup. quasiment 2000 vues. C'est ça, on a beaucoup de visionnage en podcast, mais on n'a pas de nouvel avis sur. Non, on n'a pas de nouvel avis sur Apple Podcast. Mais ouais, c'est à peu près 50-50 entre les deux, sachant que sur les plateformes de podcast, la majorité c'est Apple Podcast, ensuite on a Spotify, puis après Deezer, et après les autres ils représentent quasiment rien. Ok. Voilà. Par contre, sur YouTube, c'est excellent. Continuez à mettre vos Ah ouais. commentaires. Pour le référencement, ça aide, même pour nous, en tout cas, franchement, on a reçu des super commentaires. C'est très encourageant pour la suite. Et donc, bah, pour vous répondre directement, non, le podcast n'est pas prêt de se terminer. On a encore plein d'épisodes de prévus, enfin de Carrément. prévus, on doit tourner, mais à organiser pour au moins jusqu'à la fin de l'année, je pense, honnêtement. Donc là, il va y avoir la petite période À la fin de estivale. l'année, même pendant 10 ans, hein, le podcast va pas s'arrêter, les gars. Ah non, non, mais c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter. Nous, on est Mais régulier, le podcast va on est là, continuer à croître. voilà, on est là toutes les semaines, on est régulier et on sera là toutes les semaines, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on prévoit pour septembre? Déjà pour un peu en Oula, parler aux oula. auditeurs. Alors Bon, il y a du effectivement, guide. alors, Ouais. peut-être pour rappeler un peu le contexte, donc là on va faire la partie 2 du podcast L'État peut-il voler notre épargne? Donc dans la partie 1, on avait statué que oui, l'État pouvait nous voler notre épargne, et dans voler, il y a plusieurs façons dont l'État peut voler notre épargne, déjà en gelant nos comptes et nos liquidités, que ce soit en situation de crise économique, mais même, et ça on n'en a pas parlé, mais ça pourrait faire même le sujet d'un podcast, mais en cas de désaccord politique, hein, les fameux truckers au Canada qui se sont fait geler leur compte bancaire par Trudeau, je pense que ça, Là, euh, tu vois, ça rassure pas dans le système bancaire quand même. Bref. Euh, donc effectivement, l'État peut geler vos comptes, donc c'est en quelque sorte un vol parce que vous pouvez pas l'utiliser alors que c'est votre argent. Il peut aussi taxer votre épargne, donc ça a été le cas par exemple à Chypre, donc où l'État a taxé 47,5% des liquidités supérieures à 100 000 euros sur les comptes bancaires chypriotes, mais aussi les banques peuvent faire faillite, ça peut être une sorte de vol également, c'est arrivé au Liban par exemple, où la moitié des banques ont fait faillite et les gens n'ont jamais retrouvé leur argent. Le gel de l'épargne, c'est aussi arrivé en Grèce, on en avait parlé dans le dernier podcast. L'État peut aussi, une hyperinflation en Argentine où en fait tout à ça vaut fait, rien. il y a aussi l'hyperinflation et même l'inflation de manière générale, c'est du vol directement sur votre épargne, puisque l'État imprime de l'argent gratuitement qui ne lui coûte rien, mais vous par contre vous devez travailler pour gagner cet argent et en plus vous êtes taxé sur cet argent. Donc c'est aussi une sorte de vol, l'inflation. Et également, attends, j'avais un autre truc. Ah oui, et également l'État peut voler votre épargne en faisant faillite sur sa dette, puisque si vous possédez de la dette française dans votre épargne, que ce soit en obligation en direct ou via des fonds euros par exemple sur assurance vie, eh bien tout simplement si l'État fait faillite et décide de ne pas rembourser sa dette en totalité ou en partie, eh bien c'est zéro et c'est pour votre pomme. Donc oui, l'État peut voler votre épargne, l'État peut voler votre épargne de plein de manières différentes, donc pour ça on vous invite à vous référer au podcast de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir comment protéger son épargne. On a déjà commencé à traiter le sujet la semaine dernière, mais là, on va vraiment prendre chaque classe d'actifs, on va dire tous les deux ce qu'on en pense, et à la fin de la vidéo, on vous dira concrètement ce qu'on fait, Jean et moi, pour protéger notre épargne. Et donc, le petit teasing que tu as dit, on avait dit que moi en tout cas, j'ai changé d'avis sur les cryptos, pas sur les cryptos, mais sur le Bitcoin.
je pense toujours que les cryptos, c'est de la merde, hormis le Bitcoin. Et on s'est dit qu'on allait peut-être en parler dans cette vidéo, parce que personnellement, pour être totalement transparent avec vous, je commence à acheter du Bitcoin, mais en fait, Ne ça va vous être... précipitez pas, déjà. Déjà, ne vous Ne précipitez vous, pas. vous précipitez pas pour en acheter. Faites vos propres Personnellement, recherches avant de l'acheter. exactement. Personnellement, si j'en achète, c'est parce que ça fait un mois que je m'intéresse au sujet, que j'écoute plein de podcasts dessus, que je lis plein d'articles dessus, que je regarde plein de vidéos, et également je vais commander des livres, etc. Donc c'est comme pour acheter une action, en fait, faites vos recherches. Si vous savez pas ce que vous achetez, ça sert à rien d'acheter. Euh, Mais du coup, tout ça pour dire que je suis en train petit à petit en train de changer d'avis sur le Bitcoin, mais pas sur les cryptos. Je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et pour ça, on vous prépare une masterclass, enfin une masterclass modestement, en tout cas un deep dive Oui, Bitcoin ouais. spécifiquement en septembre. On va le sortir en septembre parce que ça sera la rentrée, il y aura plus de monde. Et on va vraiment faire un podcast de 1h30, peut-être 2 heures, sur le Bitcoin en vous expliquant tout, absolument tout ce qu'il y a à savoir dessus. Mais on va pas rentrer plus en détail que ça dans cette vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Bah, en fait, à la base, on devait parler des crypto-monnaies, en tout cas, enfin, on va peut-être en parler rapidement, mais on devait parler du Bitcoin dans cette vidéo. Et en fait, quand on s'est appelé il y a 2 jours, on s'est dit, putain, mais attends, là, le podcast, c'est sûr, il va durer encore 3 heures, c'est pas possible, tu vois. Donc, on s'est dit, vaut mieux vraiment faire un podcast entier consacré à ça, comme on avait fait pour le deep dive de Evolution AB, enfin, l'analyse 360, Exactement. qu'on va sûrement renommer deep dive On l'a parce déjà que fait c'est quand d'ailleurs. même sympa. À l'heure où on enregistre, moi j'ai déjà renommé l'analyse Deep Dive parce qu'il y a quelqu'un dans les Bon, commentaires en ouais. fait qui nous a dit, et c'est très juste, il nous a dit bah, pourquoi vous l'appelez pas Deep Dive tout simplement parce que vous arrêtez pas de dire Deep Dive. Et c'est vrai, même nous quand on en parle entre nous, on dit Deep Dive en fait, on dit jamais analyse 360. Donc on s'est dit vas-y on va l'appeler Deep Dive. Donc en Ouais, autant pas septembre, se prendre la. voilà, en septembre vous aurez un Deep Dive Bitcoin, grosso modo. Voilà. Il y a des deep dives de prévus aussi sur d'autres actions, on vous dit pas lesquelles, mais il y a des deep dives plutôt intéressants qui vont sortir. On va faire pas mal de podcasts aussi. On a déjà préparé quasiment tout notre sommaire pour l'année prochaine, enfin l'année scolaire prochaine. Donc, il y a des bons podcasts en préparation. Il y a de quoi se régaler, il y a de quoi vous régaler. Et nous, bah, on se régale à les préparer. Surtout qu'à mon avis, le Bitcoin, ça va être un peu un sujet tranchant. Donc, entre ton avis et le mien, donc ça va être sympa. Voilà. On Tout à espère que fait. vous serez au rendez-vous dès septembre prochain. On va, on va en tourner enfin, on va en sortir pendant les vacances, mais il y aura peut-être une semaine de coupure, parce que Non. Ah non, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas moi, de semaine de coupure. Hein. moi, tu vas m'appeler à Naples. Nous, mais on va s'appeler. Il faut pas, y a pas de coupure, c'est pas possible. Le café rentable, c'est tous les lundis matin à 8h. On en préparera d'avance s'il faut, mais y aura pas de coupure. Bon, il n'y aura pas de coupure alors. Qu'il en soit ainsi. On commence sur le podcast. Ouais. Est-ce que tu veux nous rappeler un Alors, peu. Enfin, attends, je vais donner, selon moi, quelles sont 2 règles essentielles pour protéger son épargne de l'État. Peut-être que tu en auras oh, pour compléter ces règles essentielles. Mais déjà, le premier, c'est détenir des titres de propriété et non des contrats. Donc un titre de propriété, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose qui dit que vous êtes propriétaire d'un bien. Un bien, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des commodités, des commodities. Je sais pas comment on traduit commodities en français, mais bref, de l'or, par exemple. Ça peut être des actions. Une action, c'est un titre de propriété dans une entreprise. Et oui, voilà, globalement, donc immobilier, or, actions, Bitcoin aussi, on pourrait en parler, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et ne pas avoir de contrat. Et quand on dit contrat, c'est obligation. Les obligations, c'est un contrat que vous faites avec un tiers, que ce soit une entreprise ou un État. Ou un contrat, ça peut être, moi je considère ça comme un contrat, par exemple un livret. Un livret, vous mettez votre argent et vous avez un contrat qui dit que l'État vous rémunère 3% sur votre épargne. C'est pas un titre de propriété en tant que tel, même si techniquement vous êtes propriétaire de votre argent, mais pas vraiment parce que l'argent elle appartient à la banque. Également un contrat, moi je mets les assurances vie dans la partie contrat. Pourquoi? Parce que vous avez un contrat d'assurance vie avec un assureur, les titres que vous avez dans l'assurance vie appartiennent à l'assureur, et vous avez juste un droit de jouissance en fait sur ces titres, sur la performance, mais c'est un contrat d'assurance vie que vous avez, c'est pas un acte de propriété sur les unités de compte qu'il y a dedans. et Et pourquoi c'est un contrat? Tout simplement parce que vous
vous prêtez de l'argent à un organisme qui, lui, en contrepartie, c'est ça, il y a vraiment une contrepartie, Voilà. lui doit vous remettre un coupon, un dividende, entre guillemets, pour les obligations, c'est plutôt des coupons, et c'est un contrat, voilà. Vous prêtez de l'argent en échange d'un coupon, Tout à fait. contrairement à une entreprise où là, il y a aucun contrat dans le sens où une entreprise, son but c'est de faire de la croissance, etc. Mais elle peut très bien ne rien vous donner, elle peut très bien chuter comme a fait Atos ou d'autres sociétés. Il peut très bien y avoir une dilution de l'actionnariat, donc c'est-à-dire que vous n'aurez plus rien quasiment à la fin. C'est vraiment une entreprise, c'est quelque chose, enfin c'est autre chose tout simplement. Elle n'a rien à vous devoir. Et vous, en contrepartie, bah, vous pouvez la revendre si vous voulez plus de cette entreprise, comme vous pouvez bah, la garder si vous en êtes satisfait. Contrairement à une obligation où des fois il y a des parts, enfin non, pas pour les obligations, mais pour par exemple des assurances vie où pendant 8 ans tu dois être dans l'assurance vie, sinon tu vas payer, si tu casses ton assurance vie, tu vas payer des milliers d'euros en dédommagement entre guillemets, en taxes. Donc c'est la petite nuance. Et d'ailleurs, les amis, pour ceux qui ne le savaient pas, ceux qui ont un LEP, donc le livret d'épargne populaire, et la rémunération baisse d'un point dans pas longtemps. C'est passé au journal. Donc c'est toujours intéressant à savoir Tout à pourquoi fait. c'est de moins en moins rentable le livret d'épargne. Tout à fait. Donc, titre de propriété, pas de contrat. Et je pense qu'un deuxième point très important, mais on va revenir dessus, c'est ne pas avoir de placements qui dépendent de l'État. Et pour ça, ça veut dire ne pas avoir, donc par exemple, ou en tout cas le minimum de livrets réglementés qui dépendent de l'État. Mais on pourrait mettre l'État d'ailleurs plus, enfin des tiers parties en règle générale. Moins vous avez d'intermédiaires et moins vous avez de dépendance vis-à-vis d'un tiers, mieux vous êtes. Donc on pourrait par exemple dire par exemple qu'une action individuelle, techniquement, c'est moins risqué, entre guillemets, sur la partie risque de contrepartie, qu'un ETF, parce que l'ETF, vous confiez votre argent à un gestionnaire d'actifs qui l'investit pour vous, mais vous n'êtes pas directement le propriétaire des actions sous-jacentes de l'ETF. C'est le détenteur de l'ETF qui est propriétaire des actions, et vous avez un titre de jouissance dessus. Si vous achetez un ETF BlackRock, par exemple, c'est BlackRock qui va être propriétaire des actions qu'il achète dans le cadre des ETF, c'est pas vous. Donc, sur le risque de contrepartie en tant que tel, par exemple, une action individuelle, c'est moins risqué qu'un ETF. Mais bref, moins vous avez de contrepartie, moins c'est risqué, et moins vous êtes dépendant de l'État, moins c'est risqué. Donc oubliez tout ce qui est obligation dépendante de l'État, oubliez tout ce qui est livret réglementé, ou en tout cas, ça peut être bien pour votre épargne de précaution, mais c'est tout, c'est le maximum que vous devez mettre dessus. Et oubliez également tout ce qui est sociétés qui dépendent de l'État, parce que tout simplement l'État peut du jour au lendemain, j'en sais rien, moi, si vous avez des actions dans une société qui dépend de l'État, il peut dire, bah voilà, aujourd'hui on nationalise totalement la société, on vous rachète vos parts à un prix X, et même si le prix X vous convient pas, bah, vous n'aurez pas votre mot à dire. Ou alors, il peut tout simplement mal gérer la société, comme ça a été le cas avec EDF, et tuer les actionnaires tout simplement avec des rendements catastrophiques. Enfin, plus vous êtes loin de l'État de Ouais, manière générale, mieux c'est. Voilà. absolument. Pour redire les trois règles qu'on avait dit la semaine dernière, déjà, c'est intéressant à savoir. Règle numéro un, pour se protéger de l'État, il faut épargner. Il Oui. faut épargner, c'est voilà. Et j'ai envie de dire, n'écoutez pas la fin du podcast si vous avez pas d'argent. Vraiment, retournez dans vos comptes, regardez ce que vous pouvez épargner, les achats un peu impulsifs que vous faites, etc. Mais il faut épargner de l'argent, ça permet de se protéger de l'avenir qui est forcément incertain, qui sera toujours incertain. Donc d'avoir de l'argent, d'avoir un matelas de côté, ça permet de bien anticiper l'imprévisible. La règle numéro 2, comme tu l'as dit, bah, l'ennemi de l'épargnant, c'est son état, on est d'accord. Et la règle numéro 3, comme tu l'as dit aussi, pas d'assurance vie fonds euro, c'est régulable, c'est taxable. Et de toute façon, c'est bourré d'obligations d'État, donc Italie, France, Allemagne, des pays surendettés avec peu de croissance. Donc Voilà. forcément, bah, à la clé, il y aura zéro performance. Et quoi qu'il arrive, les assurances vie, moi je suis persuadé que c'est vraiment Ah, bullshit. je vais le dire, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que vous avez toujours des frais. Toujours, toujours. Même les meilleures assurances vie, Linksea, etc. Vous avez toujours au moins 0,75% de frais ou 0,7, je sais plus à combien ils sont.
Ça, sur le long terme, ça tue votre performance. À l'heure où on enregistre, on est le samedi 20 juillet. Demain, le dimanche 21, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne perso qui vous démontre que seulement 0,6% de performance en moins pendant 30 ans sert à tuer votre rendement, en tout cas sur un PEA par exemple. Donc imaginez sur une assurance vie, en fait 0,7% par an de frais, c'est monstrueux, ça vous détruit toute votre performance. Donc déjà les assurances vie pour moi, mettre des ETF dessus, mettre des actions dessus, mettre des SCPI dessus, ça ne sert à rien, c'est une fausse bonne idée. En plus, les titres ne vous appartiennent pas, vous serez beaucoup mieux à les détenir en direct sur un compte titre, sur un PEA, parce que ça vous appartient tout simplement. Voilà. D'accord. Absolument. Et en plus, sans parler des rachats d'assurance vie qui sont une tannée. Moi, j'ai mon père qui en a fait un cette semaine. Là, il a liquidé son assurance vie Fortunéo. Voilà, encore une fois, c'est de la paperasse. Vous devez remplir un papier, vous devez vous justifier pourquoi je veux racheter, blablabla. Vous devez signer le bordel, vous devez l'envoyer. L'assurance vie, elle doit valider votre rachat. Hein. C'est pas dit qu'elle valide votre rachat, elle peut très bien vous le refuser. Et ça met. C'est votre argent. Hein. Voilà. Et vous mettez 2 semaines à recevoir vos fonds. Donc clairement, votre argent ne vous appartient pas. Pour moi, il ne vous appartient pas quand il est sur une assurance vie parce que vous ne pouvez pas en jouir comme bon vous semble. Absolument. Je suis bien d'accord. La semaine dernière, on n'avait pas fini, j'avais pas fini, j'allais parler des actions. Ouais, bah de toute façon, Comment dans l'ordre, on a on actions, protéger. immobilier, diversification de devises, or, cash, etc. Enfin bref, donc on commence par les actions, effectivement. Donc je t'en prie, vas-y. Ok. Alors, bah, les actions, qu'est-ce que j'en pense pour moi? Vous le savez, c'est pas une surprise. Je suis majoritairement investi en actions. À côté de ça, j'ai mon épargne de précaution, mais sinon, ça va être ça, épargne et actions. Pour moi, les actions, c'est la classe d'actifs la plus performante. Enfin, c'est même pas pour moi, c'est factuel, hein, il y a qu'à voir les chiffres. Depuis au moins plus de 50 ans, les actions ont fait leur, leur jeu, quoi. Elles montrent bien qu'elles gagnent de l'argent, qu'elles font gagner de l'argent aux investisseurs. C'est une classe d'actifs qui est liquide et on va en reparler parce qu'il y en a qui sont carrément liquides. C'est facilement exportable. On peut acheter une action qu'on soit au Pérou ou en France et on peut acheter une action qu'on soit au Pérou, on peut l'acheter au Népal par exemple. Donc, contrairement à des devises, etc., où c'est quand même assez compliqué. Nos actions, intéressant à savoir, hein, ça fait partie des capitaux propres de l'entreprise. Donc, elles n'appartiennent pas à l'État. Quand vous achetez une action LVMH, votre argent, les 700 euros actuellement, là, du prix de l'action, iront dans les capitaux propres de l'entreprise. Et le meilleur moyen aussi, bah, pour regarder si ces capitaux propres sont bien utilisés, le petit tip, c'est de regarder le RO, le return on equity de l'entreprise. Voilà, plus il augmente, plus les capitaux propres sont utilisés de façon efficace. Donc bien évidemment, hein, la règle numéro un, faut éviter dans les actions, il y a des règles à éviter, enfin il y a des règles à respecter plutôt. Il faut éviter les bancaires, il faut éviter les financières. Cela c'est très cyclique. Surtout bah, les entreprises avec l'État, comme on l'a dit, au conseil d'administration ou au capital, red flag dessus. Moi je suis pas investi dans du Orange, dans du enfin, bref, il y en a pas mal, hein, du Mm. Safran, du Thales, etc. Ça, c'est sûrement pourtant, ce sont des bonnes entreprises. Orange, on est d'accord, mais Thales, etc., c'est quand même des mastodontes. Mais il y a l'État au capital, pour moi, c'est non, tout simplement. Et lors des crises, pour moi, parce que les actions, là, en période de marché haussier, c'est quand même assez cher, mais par contre, en période de crise, on peut retrouver des soldes véritablement pour vous donner un exemple tout simple, hein, ceux qui ont été visionnaires et ceux qui ont une vision long terme, comme on essaye d'avoir Hugo et moi, on achetait une action pendant le Covid, ou peu de temps après le Covid, on avait quasiment des baggers sur toutes les actions, LVMH, mais même sur du Total. Hein, on t'avait dans ton premier bagger sur Total. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision long terme, bien connaître ces sociétés, bien les analyser, et ça vous permettra à long terme de gagner beaucoup d'argent pour ceux qui ont. Mais même, mec, t'as acheté du Total en 2020, t'es le roi du monde actuellement. Et pourtant, c'est une pétrolière, c'est pas le business le plus Ouais, stylé si tu du vas par monde. là, t'acheter du Apple au fin fond du Covid en 2020, t'es le roi du monde aussi. Hein. Ou du Alphabet, Ouais, c'est ça. du Alphabet quand elle était à 80 $. Alors Bah, là, et tout, t'achètes du LVMH, laisse tomber. Le LVMH était tombé à, je sais pas, à 500, maintenant, à 200 ou 300 euros. Pas un truc de fou, quoi.
Donc voilà, pendant les crises, il y a des soldes, il y a des opportunités à l'achat. Les entreprises de qualité, il faut toujours regarder les entreprises de qualité, en règle générale, hein, elles elles vont être sous-évaluées. Donc pourquoi pas vous Ouais, positionner dessus. Ensuite, bah, une bonne diversification, hein, c'est la possibilité d'investir dans plusieurs pays, les actions. Pas se cantonner au PEA, à la France, à l'Allemagne, à l'Italie. Les actions, c'est ça peut vous permettre une bonne ouais. diversification. Là, c'est la possibilité d'investir dans plusieurs pays, comme je vous l'ai dit, dans plusieurs secteurs, dans plusieurs devises différentes. Et forcément, bah, tout ça, ça va venir réduire fortement le risque d'une action en général. Et pour ceux qui flippent, n'oubliez pas que c'est rare qu'il pleuve partout sur Terre au même moment. Donc, une action qui sous-performe, par exemple, la Chine en ce moment, c'est pas non plus la panacée. Et ben, l'Amérique se porte très bien en ce moment. L'Europe se porte plutôt pas mal aussi, même s'il y a eu les élections qui sont venues un peu foutre le bazar. Mais ça reste quand même une classe d'actifs qui est très, très intéressante pour moi. Ça reste quand même la meilleure. Ouais, Moi, c'était ma tout à petite fait. partie, mon petit sermon sur les actions. Bah écoute, moi j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les actions, c'est un titre de propriété. Pour moi, quand tu achètes une action, tu dois vraiment penser long terme. Je sais que, enfin, personnellement, je suis vraiment contre l'aspect trading, l'aspect prendre des profits, l'aspect encaisser ses gains sur une action parce qu'elle est montée. Pour moi, si vous achetez une action, c'est parce que vous vous mariez presque avec la société et vous devez vraiment penser à 10-20 ans. Si vous achetez une action pour la revendre dans 6 mois, ça sert à rien. Autant garder du cash. Donc voilà, pensez long terme, achetez des actions, achetez des titres de propriété. Le pire qui puisse vous arriver, je pense, dessus, c'est que vos fonds soient gelés, que vous ne pouvez pas les retirer de votre broker, mais j'ai envie de dire, dans tous les cas, vous n'allez pas les vendre, vos actions, donc c'est pas un problème. Même si vos Ouais, le fonds, bébé, il continuera. Oui. voilà, même si tes fonds sont gelés sur un compte titre et que tu peux pas les retirer pendant 2 ans parce que tu es en train de passer dans une crise, tu t'en fous. Tu gardes tes actions, tu renforces, mais tes titres de propriété sont toujours à toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, il y a une différence entre les détenir au nominatif et au porteur. Non, au porteur, non, c'est pas au porteur, c'est au nominatif et au. Ouais, nominatif au porteur. Si, c'est ça? Quand t'achètes ton action directement à la société. Voilà. Mais quand tu achètes au travers d'un broker, techniquement, c'est pas toi directement qui est au nom, enfin, qui détient l'action. T'es pas au bilan de la société en disant Monsieur Untel est propriétaire de l'action, je crois. Enfin, il y a une histoire comme ça. C'est qui, hein, quand Si? t'achètes sur, par exemple, je sais pas, j'achète du Apple via Interactive Broker, il y aura marqué Jean Terral à du Apple. Ok. Bon. Sauf Il y a- sauf dans certains brokers où là, faut faire attention. Par exemple, Ouais. Trading 212, et il y en a un autre, non, c'est pas de Giro, c'en est un autre. Et eToro, où là, par exemple, vous l'achetez des actions, mais en fait, c'est la société, c'est eToro ou Trading 212 qui sera propriétaire de vos actions. Donc Ouais. là, red flag, faut surtout pas faire ça. Mais par contre, vous avez un PEH chez Bourse Direct, vous avez du LVMH comme nous deux. Oui, à la fin, c'est vous qui avez, c'est vous le détenteur de l'action. Tout à C'est vous le fait. détenteur de l'action. Après, vous pouvez acheter directement. Il y a des offres, ça peut être plus intéressant des fois dans certains cas. Par exemple, chez Air Liquide, d'être directement investisseur d'Air Liquide sans passer par un broker, mais en achetant directement les actions via le groupe. Moi, je trouve pas ça intéressant dans le sens où ça perd de la liquidité. Ouais. Ça perd de la liquidité en fait. Et dans le cas d'Air Liquide, c'est une fausse bonne idée selon moi hein, de donner des actions gratuites parce que tout simplement ça dilue les actionnaires. Donc en fait les actions gratuites que vous avez elles vous servent à rien Ouais, parce que c'est de la dilution en fait. Donc au final ça se compense. Il vaudrait mieux qu'Air Liquide rachète ses actions plutôt que d'en donner des gratuites. Ça ferait augmenter la valeur des actions déjà existantes. Mais bref ça c'est un autre débat. Donc les actions très bien, les actions en théorie il peut rien vous arriver dessus, l'État peut pas vous les prendre, peut pas vous les confisquer, sauf si demain bah, il y a une révolution bolchevique et qu'on passe en régime communiste. ouais. Là oui effectivement vous aurez plus vos actions. Euh, c'est la meilleure classe d'actifs à long terme, tu l'as dit. C'est une classe d'actifs qui a traversé toutes les crises. Je sais que on donne souvent l'exemple de si vous aviez une action allemande, une action je sais pas moi BMW en 1914.
vous auriez traversé toutes les crises, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'hyperinflation sous la République de Weimar, alors que si vous aviez des obligations, vous n'auriez plus rien. Si vous aviez de l'or, la seriez faite confisquer. Si vous aviez de l'immobilier, il aurait été bombardé. Mais les actions, c'est vraiment quelque chose qui peut traverser toutes les crises. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise qui est gérée par des gens qui constamment pensent à faire survivre l'entreprise et à continuer à croître, à se développer, etc. Donc en fait, vous confiez votre Elle argent. s'adapte Exactement. autant. BMW, il a pas construit des SUV en 40. Non. Porsche non plus d'ailleurs. Prada aussi. Ouais, il y a eu quelques petites histoires sombres comme ça en 40, mais c'est pas, Ouais, c'est pas le il sujet. s'adapte. Il s'adapte. Il s'adapte au temps et aux crises en l'occurrence. Et par contre, en fait, on a aussi donc les ETF qui sont une bonne alternative, mais les ETF, voilà, on a toujours un risque de contrepartie. Et moi, je sais que les ETF, j'ai été très, très, très refroidi par Amundi. Parce que en fait je trouve ça juste enfin moi ça va complètement à l'encontre de ma philosophie. J'avais mis de l'argent dans l'ETF S&P 500 d'Amundi, du jour au lendemain il est passé en ESG, on m'a pas demandé mon avis, mon argent était dedans, Même pas un mail, hein. même pas un mail, même pas un avertissement, rien, on m'a pas demandé mon avis. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré les fonds, je les ai foutus dans le BNP Paribas, mais je vous cache pas que depuis ce jour-là, psychologiquement j'arrive plus à acheter des ETF, j'y arrive plus. J'ai pas remis, enfin j'ai remis un peu, non en fait j'ai jamais remis de cartouche sur les ETF depuis septembre dernier parce que ça m'a vraiment presque traumatisé en fait de me dire putain mais attends, j'achète un ETF, on m'avait dit que c'était du S&P 500 classique avec 0,15 de frais et là du jour au lendemain on change l'indice, on change les frais sans me demander mon avis, sans me prévenir, mais en fait ça m'appartient pas, tu vois, je suis pas propriétaire des actions enfin pour moi, c'est vraiment de la merde. Enfin, de la merde. Les ETF, c'est pas de la merde. Mais bref, Non, mais ça c'est comment m'a... ils l'ont fait, ça reste quand même très moyen. Exactement. Et pour moi, Amundi, c'est terminé. Je veux plus jamais en entendre parler. Donc voilà, les ETF, il y a toujours un énorme risque de contrepartie. Parce que demain vous avez tout votre cash, par exemple, dans un ETF Amundi. Si l'État, du jour au lendemain, dit à Amundi, les ETF, tu me les gèles, plus personne peut retirer son argent, ou alors tu me les changes tous en ESG, plus personne a son mot à dire, ou alors même je sais pas, moi, tu liquides tout et tu me donnes l'argent, vous aurez pas votre mot à dire, en fait, parce que l'argent vous appartient pas, entre guillemets, parce qu'il y a un risque de contrepartie. Vous signez un contrat avec l'émetteur de l'ETF, qui dit que vous avez une performance sous-jacente en échange de votre argent, en fait. Donc, techniquement, vous êtes propriétaire d'une part de l'ETF, mais vous n'êtes pas propriétaire des actions qui sont dans l'ETF. Et ça fait une grosse différence. Donc, les ETF, très intéressants, oui, j'en ai, tu en as, mais il y a toujours un risque de contrepartie. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Est-ce qu'on est bon sur les actions, Jean ? Ouais, je pense que sur les actions, on a tout mis. Ouais, pour moi, Très c'est bon, bien. les actions. On passe à l'IMO ? L'immobilier, vas-y, je te laisse commencer. Ok, alors il y a plusieurs points sur l'immobilier. Premier point, sa résidence principale. Moi, je pense que c'est très bien d'avoir sa résidence principale. C'est une bonne idée, mais je pense qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale en étant jeune et qu'il ne faut pas l'acheter en premier achat immobilier. Ça, je pense que ça dépend un peu de la philosophie de chacun. Moi, je sais que j'ai pour projet de faire de l'immobilier locatif. C'est pas pour tout le monde, ça correspond pas à tout le monde, ça correspond pas non plus à tous les profils d'investisseurs. Si vous voulez jamais faire d'immobilier locatif dans votre vie, dans ces cas-là, acheter votre résidence principale, c'est bien, parce que vous êtes propriétaire des murs, vous êtes propriétaire du sol, et c'est un bien qui vous appartient, vous vous sentez chez vous, vous pouvez faire les travaux que vous voulez, vous pouvez demain péter votre maison si vous avez envie. Une tranquillité d'esprit. Exactement. Si vous avez envie de peindre tout votre intérieur en rose, vous pouvez le faire. Donc c'est bien d'avoir sa résidence principale, mais pas si vous voulez faire du locatif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça tue votre capacité d'emprunt. Et si vous mettez toute votre capacité d'emprunt dans votre résidence principale, vous ne pourrez plus ensuite emprunter pour faire du locatif. Donc ensuite, on a l'investissement locatif en immobilier. Donc moi, je pense que c'est très bien, mais ça demande beaucoup de temps. Et surtout, il faut le faire bien, il faut s'y connaître, parce que si on le fait à l'arrache et qu'on le fait sans être renseigné, sans être informé, on peut se faire découper. Il faut connaître les réglementations, que ce soit par exemple au niveau des DPE, par exemple, quelque chose de très actuel.
Il faut le faire au bon endroit, il faut bien connaître les calculs de rentabilité pour être sûr que notre bien va être rentable ensuite en location. Il faut savoir gérer des locataires, il faut savoir gérer par exemple un squat si jamais ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire légalement? Est-ce que par exemple vous savez que vous avez 48 heures pour les expulser immédiatement légalement, mais que passer ce délai de 48 heures, bah, c'est la merde? Comment on peut faire pour prévenir tout ça? Comment faire si un locataire paye pas? Les garanties loyers impayés, les cautions. Enfin, bref, il y a plein de choses à savoir pour se protéger sur l'immobilier locatif. Si on le fait bien, ça peut être très rentable parce qu'en fait, on investit l'argent de la banque à notre place. Et vu qu'on est dans un système inflationniste, la dette vaut de moins en moins cher au fur et à mesure des années, alors que votre loyer, lui, vaut de plus en plus cher parce qu'il est indexé sur l'inflation. Donc le locatif, très bien, mais il faut avoir du temps et il faut s'y connaître. Et si on le fait mal, on peut vraiment pour le coup, se casser les dents, perdre de l'argent et aussi perdre sa santé. Si par exemple on fait n'importe quoi et qu'on a un logement qui est squatté pendant 3 ans, je pense qu'on peut vite partir en dépression. L'immobilier, on a aussi les SCPI. Pour moi, c'est quelque chose qui est très bien parce que y a moins de risques d'intermédiaire, par exemple, qu'un ETF, je trouve. Pourquoi? Parce que la SCPI, vous êtes aussi directement propriétaire d'une part de l'entreprise qui possède le foncier. Vous êtes au bilan de l'entreprise de la SCPI, il y a monsieur Untel qui possède tant de parts. La SCPI, c'est quelque chose qui est très régulé, très audité. La société de gestion est différente de la SCPI, c'est-à-dire que c'est la SCPI qui mandate une société de gestion pour gérer les biens. La SCPI, elle, est juste propriétaire du foncier. Donc voilà, moi la SCPI, c'est un format que j'aime beaucoup. Je pense que c'est très bien, notamment pour avoir une rente, mais dans sa deuxième phase de vie, entre guillemets, c'est-à-dire après 40-50 ans, une fois que vous avez déjà un patrimoine, diversifier une partie en SCPI, c'est bien, c'est de la tranquillité d'esprit. Tu vois, moi par exemple, je compte faire du locatif, je compte en faire pendant que je suis jeune, mais je sais pas moi, à 60 ans, peut-être que j'aurai envie de revendre tout mon locatif et de tout foutre en SCPI parce que j'aurais plus envie de me prendre la tête, tu vois, ça c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et je pense qu'il est très bien à faire. Mais par contre, épargner et investir dans de la SCPI en étant jeune, je pense que c'est une mauvaise idée parce que ça n'a pas beaucoup de rendement. C'est vrai. Et vous serez mieux à investir dans des actions ou à investir dans des classes d'actifs plus rentables. Et ensuite, on a les rates, D'accord. les rates slash foncière cotée. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que je trouve que c'est un peu le moins bon des deux mondes. C'est un peu le cul entre deux chaises entre des actions et des SCPI. On a la volatilité des actions, mais sans la performance. Et on a le rendement des SCPI, mais sans la non-volatilité du coup. Ok, on a un peu plus de liquidité. Moi, à choisir entre les deux, je prendrais les SCPI. Après, chacun se fera son avis, mais les rates, voilà, moi, c'est pas une classe d'actifs qui m'intéresse. Globalement. Qu'est-ce que Ok. tu penses de l'immobilier, Jean? Bah ouais, non, t'as assez bien résumé les choses. Pour moi, comme t'as dit, hein, la résidence principale, faut en avoir une. Après, tout va dépendre aussi beaucoup de votre projet. Si vous voulez construire une famille assez vite, si vous voulez construire une famille, je sais pas, à partir de 40 ans, etc. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser parce que, pour le coup, des résidences principales, que ce soit une petite ou une grande, ça reste quand même un sacré billet. Voilà, que ce soit un studio à 80 000 ou une maison de 200 mètres carrés, à chaque fois, ça reste quand même des sacrés apports. Et la capacité d'emprunt, c'est, je crois, 34%. Ça arrive très vite, même si vous avez des beaux salaires, ça arrive très vite. Parce que de toute façon, en plus, c'est très corrélé, hein. Si vous avez des beaux salaires, généralement, vous aurez un bien quand même assez plus grand. Enfin, c'est rare qu'on touche 5 000 et qu'on soit dans un studio. Donc, Même si techniquement, ça serait la chose la plus smart à faire pour mettre le maximum de côté. absolument. Mais bon, moi, si je touche 5 000, je vais pas dans un studio, tu vois. Mais Non, mais je pense voilà, qu'il y a un entre-deux entre avoir un studio et claquer toute sa capacité d'épargne au max pour avoir le truc le plus gros ouais, possible, tu vois. Je pense que ça, c'est pas non plus c'est clair. smart. La résidence principale, ça va être surtout la tranquillité d'esprit parce que quand vous êtes locataire, vous êtes dépendant. C'est-à-dire, vous êtes dépendant de votre propriétaire. Vous pouvez pas. Alors oui, vous pouvez pivoter, vous pouvez changer de location assez vite, beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple que si vous êtes propriétaire. Mais il y a toujours ce truc bah, si votre propriétaire peut, euh, enfin, veut récupérer le bien, vous êtes eu, quoi, tout simplement. Tout à fait. Et je pense Euh, que ça dépend aussi de la situation de chacun, tu vois, parce que
Si vous avez, par exemple, vous savez que si demain votre propriétaire vous met dehors, même si vous ne retrouvez pas d'appart, tu vois, tu peux faire, par exemple, quelques mois chez tes parents au cas où pour rebondir, etc. Ouais, ouais. Tu peux te permettre de ne pas avoir ta résidence principale. Si c'est pas ton cas et que tu te retrouves à la rue si ton locataire, ton propriétaire te met dehors, effectivement, peut-être que avoir une résidence principale rapidement, ça peut être intéressant. C'est clair. Donc c'est vraiment au cas La par cas. résidence principale, ça va être surtout, ouais, ça va être surtout vous, votre choix là, parce que c'est vraiment, voilà, ça reste quand même un investissement conséquent. Ça va être par rapport à votre âge, beaucoup. Moi, j'ai 23 ans, la résidence principale, honnêtement, je m'en fiche un peu. Tout ce que je veux, c'est de la performance, de la croissance et de la croissance. Voilà, c'est pas, voilà, la résidence principale, c'est pas pour tout de suite. Et surtout le projet d'entreprise, etc. Donc, la résidence principale viendra après, notamment avec ma copine, etc. Mais ça, vous suivrez toute l'évolution au fur et à mesure. L'immo locatif, c'est pour moi une très bonne chose, mais c'est tout sauf passif. Oui, ça c'est Et clair. pas du tout, ah ouais, tu restes dans ton siège, t'as les 500 euros de loyer, les 800 euros de loyer qui tombent chaque mois, Non, il y a c'est tout toujours sauf une passif. connerie, une chasse d'eau à réparer, il y a un truc qui marche Bien sûr, pas. c'est tout sauf passif. Déjà, si vous Faut n'êtes pas quand même s'y bricoleur, connaître. si vous n'êtes pas bricoleur, oubliez le Ah ouais. locatif, hein, je pense. Non, non. Non, puis c'est vraiment très particulier, hein. En fait, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps, même beaucoup plus qu'en bourse, selon moi, pour avoir vu des personnes très proches en faire. Franchement, ça m'a limite, ouais, ça m'a limite gelé l'envie. Tu vois, parce que c'est énormément de travail. Tous les week-ends, faut y être, etc. Il y a toujours un petit truc à faire, une prise de courant. Et c'est l'enfer, honnêtement. Tu passes tes week-ends à Leroy Merlin, chez Castorama, etc. L'autre week-end, tu montes tous les meubles. Les mots locatifs, c'est bien, mais il faut du temps et il faut de l'argent. Et il faut surtout qu'il n'y ait pas de problème. Parce que on est donc en France, hein, la France, on est bien connu pour que ça soit tout pour les salariés et tout pour les locataires. Voilà, on est dans l'exemple des locataires. Les locataires, s'il veut pas payer ton loyer, une procédure d'éviction, donc il y a une procédure pour que tu partes, c'est très très long, c'est minimum 2 ans. Minimum 2 ans. Si la procédure, comment dire, la décision du tribunal arrive vers octobre, tu repars pour 6 mois. Pourquoi? Trêve hivernale. Ouais, mais Donc, attention, dis-moi. parce que c'est un risque, mais encore une fois, si tu le fais dans les règles de l'art et que t'es couvert et que t'as pris une garantie loyer à payer, toi tu t'en fous, tu perçois ton loyer. Tu perçois ton loyer, et en plus, si tu prends une bonne GLI, c'est eux qui payent les frais juridiques, c'est eux qui font appel au huissier, et c'est eux qui foutent le locataire dehors, donc toi, Ouais, t'as rien à gérer, t'es tranquille. ouais, t'as beaucoup de petites lignes quand même, parce que là Faut faire aussi, attention. Mais tu peux te couvrir. En fait, tu peux te couvrir de manière très efficace et c'est pour ça que pour faire de l'immobilier locatif, c'est ce que je disais, il faut être bien informé et il faut le faire, comme tu dis, dans les règles de l'art parce qu'on peut vite se retrouver dans des emmerdes et vraiment bah, il y a des gens qui partent en dépression, il y a des gens qui sont obligés de revendre leurs biens moins 50% par rapport au à la prix qu'ils ont hâte, acheté parce qu'ils etc. n'ont plus envie de le gérer. Vraiment, si vous le faites mal, ça peut ruiner votre vie, l'immobilier locatif. C'est pour ça que c'est dangereux. Ça peut à la fois être un énorme levier d'enrichissement parce que c'est pas votre argent que vous investissez, c'est celui de la banque. Et c'est le locataire qui paye votre crédit quand vous le faites correctement et que vous avez bien fait vos calculs. Ouais, voilà. Mais si vous le faites mal, ça peut ruiner votre vie. Donc vraiment, attention à l'immobilier locatif. Ouais, parce que on parle dans l'immobilier, c'est quand même des grosses sommes en jeu à chaque fois. Donc, nous, quand il y a une action perd 10% de sa valeur, ça peut être je sais pas, on peut la revendre, on peut la renforcer, etc. L'immo locatif, voilà, t'achètes une petite maison sympa, t'as un immeuble qui se met à côté, ta maison, elle vaut plus rien. T'as une petite maison tranquille, le nouveau couloir aérien qui passe au-dessus de chez toi quand tu l'as acheté, c'était pas prévu. Là aussi, ta maison, elle vaut plus rien. Puis là, tu peux pas la renforcer, tu peux pas, elle est invendable, etc. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, il faut vraiment faire attention. Les lois sont changeantes. Comme tu as dit, moi, je suis dans le bâtiment, enfin, dans une classe du bâtiment. Le DPE, je l'ai vu. Le DPE, c'est la pompe à fric pour l'État, tu vois. La majorité des gens changeraient pas les fenêtres, etc. Euh,
s'ils n'étaient pas obligés. Mais là aussi, il y a 5 ans, quand ils l'ont acheté, donc ils sont encore au début du crédit, ça n'a pas été budgété, ça n'a pas été budgétisé, pardon. Et quand on t'annonce 5, 10 000, 20 000 euros pour changer toutes les menuiseries, parce que en plus je travaille sur Paris, donc voilà, les menuiseries, faut que ça soit en bois. euh, Waouh, tu vois, au bout d'un moment, ça fait mal. Et là aussi, ça fait mal, mais in fine, c'est ta rentabilité, c'est ta performance qui va avoir mal, parce que ça fait des sacrés travaux. Il y a aussi dans la copropriété, hein, c'est rare qu'on achète de Mm. l'immo locatif des maisons. Donc ça va être des appartements, une toiture, etc. En fait, le problème de l'immo locatif pour moi, pour faire très simplement, c'est qu'il y a des frais partout. Mm. Moi, j'ai fait un BTS en profession immobilière en alternance. Et en fait, j'ai fait mon alternance dans un syndic de copropriété. Syndic de copropriété, chaque trimestre, tu payes tes charges de copropriété pour faire tourner la copropriété, donc l'électricité, la gardienne, plein de trucs, taxes d'ordures ménagères, etc. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que à l'époque, je voulais faire de l'immobilier, enfin, je voulais investir dans l'immobilier. Et en fait, tu te rends compte que quand tu compares action et immobilier, l'action, tu l'achètes, soit elle donne pas de performance, soit elle donne de la performance. Hop, tu prends ton argent, si tu veux la revendre, tu prends tes 30% de taxes, etc. Elle donne des petits bébés, des petits dividendes chaque mois, chaque trimestre, semestre, année, comme tu veux. L'immobilier, t'achètes un bien. Déjà, tu l'achètes fort, hein, parce que ça reste quand même un sacré investissement. Et ensuite, tu es dépendant de tout ce qui peut se passer par l'avenir. Le voisin d'en haut qui fait, je sais pas, 4 enfants qui font que d'hurler. Tu vas être dépendant du DPE qui va arriver. Voilà, faut changer toutes tes fenêtres, c'était pas prévu. Euh, plein. Mais il y a tellement de choses dans l'immobilier, c'est des frais et des frais. Mm. Les colonnes d'eau usées en région parisienne, donc le nombre de fois où il y a eu, voilà, faut changer toutes les canalisations de l'immeuble. Là aussi, c'est des budgets qui sont colossaux. Le ravalement par l'extérieur, moi je l'ai vu, hein, ça, ravalement par l'extérieur. Ah bah il y a de l'amiante. Ah bah du coup ça double le prix. Bah, là aussi, ta performance, elle est pétée en deux, tu vois. Donc, alors, je vous dis pas de pas faire de l'immobilier locatif, hein, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, Oui, putain, il y a beaucoup plus de frais que de rendement. Et là aussi, hein, les rendements espérés, imaginez même pas un 8,5% comme le S&P, comme le S&P bah, 500. ça dépend où. Il y a des villes où tu peux tout à fait faire du 8-10%. Pas en région parisienne, Et, mais en France, oui. ouais. Et ça dépend de quel type Oui, de d'IMO locatif. tout à fait. Airbnb, pas Airbnb, etc. Mais tu peux faire de l'IMO locatif classique et avoir du 7, 8, 10% de rendement si tu le fais bien et si tu le fais hors région parisienne, que tu le fais en province, notamment dans des villes moyennes, c'est là où tu as le plus de rendement, des villes qui sont pas très chères. En général, vous pouvez imaginer que moins de 3 000 € le mètre carré, vous pouvez avoir du rendement. Au-dessus de 3 000 € le mètre carré, ça commence à devenir très compliqué d'avoir du rendement. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a tout ça à prendre en compte. Et si tous ces paramètres-là, vous les avez pas déjà pris en compte dans vos calculs à la base, ça peut ruiner votre rentabilité. Et surtout, ce qui est dangereux avec l'immobilier locatif, c'est qu'on parle de vraies personnes, c'est des biens physiques. Et donc, vous pouvez vite avoir des emmerdes, vous pouvez vite avoir des procès au cul si vous faites les choses mal. C'est clair. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut le faire en toute connaissance de cause. Et il ne faut pas se lancer dans l'immobilier locatif sur un coup de tête. Je pense que pour le coup, c'est vraiment un des domaines dans lesquels ça vaut le coup, par exemple, de prendre une formation, d'être conseillé. Euh, faut pas se D'être lancer, accompagné, ouais, faut pas se lancer comme ça sur un coup de tête dans l'immobilier locatif. absolument. Comme les actions, en fait, pour finir sur la classe de l'IMO locatif, faut prévoir une marge de sécurité. Exactement. Faut prévoir une marge de Il faut sécurité. toujours prendre une marge de sécurité. Voilà. Ensuite, c'est SCPI. Bon, là, honnêtement, t'as tout dit. Moi, c'est pas du tout une classe d'actifs qui m'intéresse. Pour moi, ça peut paraître un peu con, mais les actions, bon, ça se touche pas, etc. On est d'accord, voilà. Pour moi, Bah, demain, l'immobilier, ça doit se tu toucher. vas au Louis Vuitton des Champs-Élysées, tu peux la toucher, ton Oui, action LVMH, hein. non, mais tu vois, ouais, mais t'achètes le produit, t'achètes pas l'action, tu vois. L'action, tu vas l'avoir que via ton broker, tu vois. Mais pour moi, voilà, l'immobilier, c'est une classe d'actifs qui se touche. C'est une classe d'actifs qui est palpable.
Comme par exemple, je vais pas acheter forcément de l'or papier. L'or papier, c'est voilà, j'ai envie d'avoir mon or. Attends, spoil pas, Euh, l'or ça vient après. bon, mais voilà. Pour moi, pour moi, la SCPI, c'est pas quelque chose de très. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Après, j'ai pas énormément potassé le sujet des SCPI. Tout ce que j'ai vu, que c'était une performance moyenne, c'est pas super liquide et c'est facilement, comment dire, enfin, tu vas être dépendant de Nexity, enfin, tu vas être dépendant de la foncière SCPI, tout simplement, si elle coule, parce que en fait, simplement, elle peut avoir un projet dans lequel tu investis qui fonctionne super bien, et elle peut avoir 8 projets autour d'elle qui n'ont pas fonctionné, elle coule, bon, combien il vaut plus rien, tu vois. Parce que tu vas être dilué dans Alors ta masse. techniquement, une SCPI peut pas vraiment couler parce que la SCPI est uniquement propriétaire du foncier. Donc en fait, la valeur de la SCPI, c'est la valeur du foncier. Donc tant que le foncier vaut quelque chose, la SCPI peut pas couler. Mais bref. Moi, j'ai pas confiance dans ces actifs. Mais je pense que c'est parce que tu t'es pas assez renseigné sur le sujet, ce qui est normal, hein. Ouais, pour moi, l'immobilier, ça se touche. C'est palpable. Une SCPI, c'est palpable techniquement. Ah, moi, c'est pas super liquide pour moi. Par contre, c'est pas liquide. Mais c'est aussi une de ses forces parce que du coup, t'as pas les fluctuations que t'as dans le marché boursier. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant, mais pas entre vos 20 et 40 ans, ça c'est clair, ce sera pas intéressant. C'est intéressant quand Ouais, vous êtes... c'est pour ça que j'ai pas tellement Oui, potassé le sujet. C'est pas du tout, tout à fait. t'as pas de performance. Enfin, t'as quasiment pas de performance Bah, comparé à t'as quand d'autres même classes du d'actifs. 4-5% de rendement stable, c'est intéressant, hein. Ouais, un potassé, mais bon, 5-6% de performance, honnêtement, je préfère largement la classe d'actifs qu'on a parlé juste avant. Euh, Les REITs, bon, ouais, très simplement, pour moi, les REITs, qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est ultra cyclique et c'est surendetté à chaque fois. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. très bien. Tu regardes l'endettement des Next City, tu regardes tout ça, Ouais, tu pètes les plombs, t'as jamais vu ça. c'est Et il y clair. a qu'à voir ce qui se passe en Chine, où les foncières coulent une par une parce que c'est dépendant très largement bah, des taux d'intérêt, etc. Bref, c'est ultra cyclique, même plus que les constructeurs automobiles. Donc, pour vous dire, c'est toute une classe d'actifs, enfin, c'est tout un secteur auquel je ne toucherai absolument jamais en bourse. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, pour moi les rates ça m'intéresse pas du tout non plus. On passe sur Ok. la diversification de devises. Ouais, Est-ce que tu veux nous en parler un peu? et ben, les diversifications par les devises. Donc pour moi déjà, j'ai confiance au dollar. Pourquoi j'ai confiance dans le dollar? Parce que 88% de toutes les transactions de change impliquent du dollar américain. Ça, j'avais regardé, il y a un article qui est très intéressant qui est proposé par Swift, SWIFT, et je m'en étais inspiré, enfin, pas j'avais copié, mais j'avais lu pour préparer le podcast, et c'était vraiment très intéressant si vous voulez regarder un peu plus par vous-même. C'est la principale monnaie de réserve mondiale, hein, c'est du dollar, c'est pas de l'euro. Euh, à savoir aussi que l'Amérique, hein, les USA, donc le dollar, l'US dollar, c'est une économie et une politique, mais c'est une. Contrairement à l'euro, où c'est un micmac entre plein de pays, où on est bien d'accord que moi je suis différent qu'un grec, tu vois. Et le grec il est différent qu'un suédois, tu vois. Donc pour moi voilà, l'US dollar c'est une économie et c'est une politique qui est quand même stable, ça reste une démocratie. Et forcément c'est la première puissance économique mondiale. L'euro, on est d'accord, c'est différent. La grande majorité des transactions, elles se font à l'international, hein, elles se font en dollars. Par exemple, les matières premières, comme le pétrole, etc., elles sont cotées en dollars. Donc là aussi, ça prouve une certaine stabilité, une certaine force du dollar. Tu te pointes en Chine, tu peux payer en dollars. Tiens, tu vas en Chine, tu payes en euros, il va te regarder bizarre. Donc voilà, pour moi, le dollar, ça reste quand même la classe d'actifs la plus intéressante. J'ai vu que tu voulais parler, après je vais un peu enchaîner sur l'euro. Alors moi je suis pas Moi, d'accord avec toi sur le dollar, j'ai pas confiance dans le dollar. J'ai pas confiance dans l'euro non plus d'ailleurs.
Euh, Exactement. pour moi, la diversification de vie, ça peut être intéressant. Personnellement, je garde quand même mon épargne de précaution en cash et en euros sur livret. Pourquoi? Parce que j'aime le fait que ce soit disponible immédiatement. Si demain j'ai un problème, j'ouvre mon application bancaire, je fais un virement, je peux directement payer, je peux directement retirer de l'argent, je peux... Voilà. Moi, je veux que mon épargne de précaution soit disponible immédiatement et je ne veux pas avoir à faire un virement qui pourrait prendre quelques heures ou quelques jours pour pouvoir bénéficier de mon épargne de précaution. Donc, j'ai toujours 12 000 euros, personnellement, c'est mon épargne de précaution, qui sont en euros sur un livret A et auxquels je ne touche pas et qui resteront toujours là. Par contre, la diversification de devises, je pense que ça peut être intéressant pour regarder du cash au-delà de votre épargne de précaution, ou même pour votre épargne de précaution, ça c'est chacun qui se fera son idée. Euh, moi j'aime pas le dollar, parce que c'est un pays ultra endetté, les États-Unis, 130% de dette par rapport au PIB. Je pense que toutes les devises qui sont émises par des pays ultra endettés sont à fuir, que ce soit le dollar, que ce soit l'euro, que ce soit le yen, que ce soit alors le yuan en moindre mesure, même si j'ai pas confiance dans l'État chinois. Pour moi, les deux seules potentielles devises dans lesquelles j'aurais vraiment confiance, ça pourrait être le franc suisse. Pourquoi pas la couronne suédoise, pas la livre sterling, clairement pas. Mais voilà, franc suisse, peut-être la couronne suédoise en moindre mesure, et peut-être aussi le dollar singapourien. Peut-être le dollar australien aussi. L'Australie, c'est un pays qui est extrêmement stable et qui est assez peu endetté avec une très belle économie, mais clairement pas le dollar. Même si effectivement, tu l'as dit, le dollar est la première devise mondiale, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour du dollar. Mais pour moi, l'endettement des États-Unis fait que j'ai pas confiance dans le dollar. Et on le voit de plus en plus, la domination du dollar s'érode. C'est ça. L'Arabie Saoudite a annulé le pétrodollar, hein, ne vend plus aujourd'hui exclusivement son pétrole en dollars, c'est fini. Ça date du 9 juin, je crois. Elle a officiellement rompu le pacte avec les États-Unis. La Chine achète son pétrole en roubles à la Russie. Le monopole du dollar sur le pétrole n'existe plus aujourd'hui. C'est un danger parce que du coup, ça fait que les pays n'ont plus besoin d'acheter du dollar pour acheter leur pétrole. Ça fait que les pays n'ont plus besoin d'acheter des obligations américaines. Et ça fait que les obligations américaines, plus ça va aller, moins elles vont être prisées, moins de gens vont vouloir les acheter, et plus les États-Unis vont avoir du mal à se financer, et potentiellement ça va créer des problèmes sur le dollar. Euh, voilà, donc pour moi, les seules devises qui seraient intéressantes, ça serait le franc suisse, le SEC, le dollar singapourien, le dollar australien. Et pour ça, vous avez plusieurs moyens d'en acheter. Vous pouvez utiliser des néobanques, comme Revolut ou Wise, c'est très bien. Mais notamment, vous pouvez le faire via Interactive Broker, ce qui est plutôt la chose que je conseillerais, mais on reviendra sur Interactive Broker, je pense, dans un Ouais, point ouais. spécifique. Ouais. Voilà Alors, je mon suis pas avis. forcément d'accord avec toi, c'est vrai, parce que le franc suisse, le SEC, etc., on en fait quoi? Tu le rechanges après. Ouais. En fait, l'avantage, moi je pense que le Mais franc suisse, c'est la meilleure ça sert devise. à... Moi, je pense que le franc suisse, c'est la meilleure devise parce que c'est une devise qui s'apprécie constamment par rapport à l'euro et par rapport au dollar et qui est backée par un pays qui est quasiment pas endetté. La Suisse, c'est 30% d'endettement par rapport au PIB versus, bon, la France, on connaît, hein, c'est 110%, les États-Unis, c'est 130%, Ouais. euh, Mais avec de la croissance, contrairement à la France. contrairement à la France. Mais il y a aussi de la croissance en Suisse, il y a une très belle industrie en Suisse. La politique suisse est beaucoup plus stable que la politique européenne ou américaine. Donc, Ça, c'est sûr. moi, personnellement, la seule devise dans laquelle j'aurais potentiellement confiance, ça pourrait être le franc suisse. J'en ai pas, hein, donc personnellement, la diversification de devises, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Mm. Je préfère avoir des Moi non actifs plus. que des devises. Mais voilà, personnellement, j'échangerai pas mes euros pour du dollar parce que je considère que les deux sont pas fiables. Voilà. Même si, là où je suis Mais d'accord avec toi, c'est que j'aurais quand même plus confiance dans le dollar que dans l'euro. oui, voilà, tu vois, Si on fait ça, une il y a échelle de grande valeur, différence. voilà. Ouais, moi, je suis pas du tout diversifié en devises. Enfin, si, par mes actions, mais j'ai quand même une prédominance très largement chez le dollar parce que j'ai beaucoup plus confiance en dollars qu'en euros. Tu vois, je vais pas me diversifier en SEC, notamment avec l'évolution AB. Non, mais tout simplement parce que pour moi, la SEC t'en fait rien du tout. Comment dire, la Suisse, elle est quand même, alors, elle a une démocratie qui est exceptionnelle. Chaque loi est votée en référendum, etc. C'est impressionnant de mémoire. Mais voilà, la Suisse est dépendante quand même de pas mal de pays. C'est pas non plus, c'est pas
c'est pas le plus gros exportateur mondial. La Suisse, c'est quand même quelqu'un qui est dépendant des autres économies, même si, historiquement parlant, la Suisse est bien connue pour être le pays le plus neutre du monde. Voilà. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est on met l'argent là-bas Et et on dit plus d'ailleurs, rien. je sais pas si tu le savais, mais la Suisse, ça a été le dernier pays à abandonner l'étalon or en 1999. Je savais pas du tout. La Suisse a gardé son étalon or jusqu'en 1999, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le franc suisse a été considéré pendant très longtemps comme une valeur refuge au même titre que l'or, parce que c'était la seule monnaie qui était encore backée par de l'or physique. Bon, malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. Euh, Hmm. c'est une monnaie fiat comme les autres, mais c'était bon à savoir. Ça fait une bonne transition. T'as Ok, fini sur les ouais, je le savais. diversifications de devises ou pas? Comment? T'as fini sur les diversifications de devises ou t'as quelque chose à rajouter? Bah, tout simplement que l'euro, j'ai pas confiance en l'euro. C'est une économie bah, qui réunit plusieurs pays qui ne s'entendent pas forcément entre eux. Et pour moi, l'euro, bah, on est carrément dépendant de l'Amérique et de la Chine. On a de moins en moins de, comment dire, d'auto, comment dire, D'autonomie? ouais, d'autonomie, absolument. Et les autres devises, bah, ça m'intéresse pas forcément parce qu'elles restent quand même plus fragiles selon moi comparé au dollar. Me diversifier en devises, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je ne le suis pas, mais si possible, on va en reparler avec Interactive Broker et Revolut aussi. Mais voilà, j'ai une taille du portefeuille qui est quand même assez petit, donc j'ai pas forcément d'intérêt à me diversifier en devises. Voilà. Euh, Ouais, Non, sinon, à part ça, oui, la masse monétaire explose. C'est pour ça que le dollar, ça reste quand même un problème. C'est que le nombre de billets en circulation a explosé, notamment depuis le Covid. Ils ont fait tourner la planche à billets. Plus tu fais tourner la planche à billets, moins bah, la part du gâteau est grande, enfin, s'agrandit. Donc, enfin, ton dollar vaut de mm. moins en moins. Et c'est exactement pour ça que je pense que la diversification de devises est une fausse bonne idée, puisque aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de devises backées par l'or, il n'y a que des monnaies fiat dans le monde, peu importe la devise que vous achetez de la merde, entre guillemets, parce que vous achetez, les Anglais appellent ça un melting ice cube, donc vous achetez en fait un glaçon qui fond constamment, parce que c'est de la monnaie qui s'érode constamment, qui perd de la valeur constamment, parce qu'il y a toujours de l'inflation, et donc, en fait, que vous achetiez n'importe quelle devise, c'est un melting ice cube aujourd'hui, et même s'il y en a des meilleurs que d'autres, hein, je pense que le franc suisse fond beaucoup moins vite que le dollar ou Ouais. l'euro, mais voilà, c'est toujours la même merde. Et le seul moyen de vous protéger face à ça, c'est de détenir des actifs, des actions, de l'immobilier, de l'or, du bitcoin. Est-ce qu'on enchaîne Mais sur l'or? oui, voilà, Ouais, c'est comme les actions en fait. Plus, comment dire, plus il y en a en circulation, moins il y a de valeur. tout à fait. Voilà. Plus la Exactement. monnaie, Bah, il y a plus de il y la en a en dilution sur de circulation. la monnaie, effectivement. T'as tout dit. Ouais, on continue. Sur l'or? C'était quoi? L'or. L'or. L'or, attends, je me mets sur l'or. Vas-y, bah, commence si tu Ok. veux. Alors, l'or, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est intéressant comme réserve de valeur. Mais l'or, attention, c'est extrêmement volatile. C'est pas une réserve de valeur où vous l'achetez, ça gardera toujours sa performance. Hein. L'or, ça peut vraiment prendre des gros cracks, comme des grosses hausses. Ça peut ne rien faire pendant 30 ans, comme dans la période 80-2000, 80-90-2000. Ça n'a rien fait, absolument rien. Donc l'or, ça peut être intéressant, mais je pense que l'or, encore une fois, il faut voir la philosophie qu'il y a derrière. L'or, si vous n'êtes pas directement propriétaire de l'or, c'est pareil, je pense que ça sert à rien. Pour moi, l'or papier, c'est une fausse bonne idée. J'achèterai jamais d'ETF or parce que je trouve ça inutile. Parce que vous dépendez d'un intermédiaire, vous dépendez d'une société qui vous dit nous, on est bien audité, on a bien la réserve en or en contrepartie. Mais l'or vous appartient pas. Si demain l'État américain, par exemple, dit les ETF iShares terminé, l'or, tu me clôtures ça et je saisis tout, bah, vous ne pourrez rien faire. Hein. Vous n'allez pas aller chez iShares toquer pour récupérer votre or, c'est pas possible. Donc l'or papier, moi j'aime pas. Il y a de l'or crypto aussi qui existe, je pense notamment au Pax Gold. J'aime pas non plus. J'aime pas non plus, je pense que c'est une fausse bonne idée, mais je pense qu'on reviendra là-dessus dans le deep dive sur le Bitcoin. Mais globalement, ce qu'on peut résumer, c'est que c'est comme acheter une voiture tirée par un cheval. En fait, si vous avez
confiance dans les cryptos et notamment dans le Bitcoin pour devenir une prochaine réserve de valeur, bah dans ces cas-là, ça remplacera l'or. Donc en fait, ça sert à rien d'acheter de l'or. Donc c'est une fausse bonne idée. D'ici à ce que le Bitcoin remplace l'or, je pense qu'on sera peut-être décédé, hein. Ah, ce sera un sujet pour le deep dive. L'or physique, c'est le plus intéressant selon moi, parce que c'est le seul or que vous pouvez vraiment posséder. Il vous appartient, vous pouvez le planquer, vous pouvez le mettre où vous voulez. Alors, allez pas le foutre dans un coffre en banque, hein, parce que là, c'est pareil, la banque peut très bien vous le prendre. Donc, si vous avez de l'or physique, vous le gardez chez vous, vous le gardez planqué. Essayez de pas tout avoir au même endroit. Je pense que les bijoux, pour moi, c'est la meilleure manière de détenir de l'or physique, parce que c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais vous confisquer et qu'on vous confisquera jamais. Parce que si on prend le cas, par exemple, dans les années 30, les États-Unis ont confisqué l'or des Américains. C'est arrivé dans d'autres pays, c'est arrivé en Inde aussi. Donc si vous aviez des pièces ou des lingots, on vous les a pris, enfin on vous les a achetés à un prix fixe. En tout cas, vous n'aviez pas le choix, vous étiez obligé de les vendre. Mais on vous laissait vos bijoux. Donc si vous avez des bijoux, ça peut être la manière la plus intéressante de conserver de l'or physique, je pense. Parce que, voilà, comme j'avais dit dans le dernier podcast, même si vous vous baladez avec 3 chaînes autour du cou et 5 bagues à chaque, 10 bagues à chaque main, on vous laissera passer la douane, on va juste vous prendre pour un rappeur, tu vois, potentiellement. Donc, l'or, pourquoi pas. Avoir des pièces d'or, ça peut être intéressant aussi dans une moindre mesure parce que c'est assez liquide. Allez pas acheter des lingots, je pense que ça sert à rien d'avoir des lingots. Vous n'allez pas vous balader avec votre lingot pour aller à la boulangerie. C'est carrément inutile, quoi. C'est inutile. Mais voilà, bijoux et peut-être des pièces d'or, ça peut être intéressant, mais une petite somme, tu vois, peut-être 3, 5, allez, 10 000 euros max, mais ça sert à rien d'avoir plus. En plus, peut vous attirer des emmerdes. Allez pas acheter de l'or sur internet, tu vois. Il y a eu des histoires comme ça avec des mecs qui se sont fait tracer, qui se sont fait cambrioler ensuite, parce que sur internet, Ouais, tout est tracé. faut acheter. Ouais, il y a certains, comment dire. Alors, j'ai pas d'action chez eux, mais tu vois, Godot et Fils, par exemple, je crois que c'est eux qui revendent de l'or. C'est des revendeurs d'or, et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, Et, et voilà, ils sont vraiment connus et reconnus sur la place publique. Et c'est quand même une institution depuis des décennies, Godot et Fils. Donc voilà, si vous achetez votre or, faites attention. Pareil, n'achetez pas votre or, je sais pas, rue du Sentier à Paris. Tu vois, oui, là, t'achèteras c'est ça, t'achèteras du laiton là-bas. Donc, exactement. faut faire attention. Il y a quand même pas mal d'arnaques là-dedans. Aller dans une grosse institution, voilà, acheter du vrai or, hein, achetez pas n'importe quoi. De toute façon, il y a un cours, donc si vous achetez de l'or à 20 euros, alors que c'est un caillou comme ça, vous en doutez bien que ça ne sera pas de l'or. Faites attention. Euh, Faites attention, c'est une sacrée classe d'actifs très intéressante, mais il y a quand même des précautions à prendre en compte. Tout à fait. Et puis l'or, il y a d'autres problèmes, c'est assez peu liquide, hein, mine de rien, parce que vous n'allez pas revendre une pièce d'or comme ça du jour au lendemain, ou même un bijou ou quoi, c'est assez peu liquide. Euh, Moi, je pense que c'est assez peu liquide. C'est assez peu divisible aussi. Demain, vous avez un lingot, bah, vous n'allez pas le découper vous-même en plusieurs petits morceaux pour le revendre. Et c'est chiant à transporter, hein, concrètement. Vous n'allez pas traverser la douane avec vos pièces d'or, vous passerez jamais. Avec des bijoux, potentiellement, oui, vous pouvez. Et puis c'est volable surtout. Il y a quelqu'un demain qui vient chez vous et qui prend votre or, vous avez perdu votre or, quoi. Voilà. Excellent. Mais voilà, une petite partie de patrimoine, peut-être 10 000 euros max, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être une bonne idée. Pourquoi Bon, un pas? certain pourcentage de votre patrimoine en or, ça peut Ouais, être, je pense, une bonne idée. Pour voilà. moi, l'or, c'est la classe d'actifs du pessimiste. Tu vois? Parce que c'est une classe d'actifs vraiment spécifique. Plus il y a d'incertitudes géopolitiques, économiques, sociales et industrielles, ou même environnementales en ce moment, c'est tendance, plus l'or grimpe. Tu Hmm. vois? Donc pour moi, le mec qui a pas confiance en l'économie, le mec qui a pas confiance en l'euro, en dollars, etc., il investit dans l'or, ça sera une classe d'actifs, même si elle a rien fait pendant des années, ça sera une classe d'actifs qui grimpera automatiquement. Ça reste quand même le truc où, voilà, l'or, ça reste de l'or. Pour moi, vraiment, il faut en avoir un certain pourcentage de votre portefeuille. Ça peut être une bonne idée. Hors physique, on est bien d'accord, hein, pas hors papier. Alors, ça ne donne pas de dividendes, mais 1 gramme d'or, ça restera, quoi qu'il en soit, 1 gramme d'or. Ouais.
Et encore une fois, hein, c'est intéressant de le rappeler, l'or, c'est la référence de la valeur, et ça depuis le Moyen Âge, même depuis l'Antiquité, Depuis la nuit des temps. Et depuis la nuit des temps, tu vois. j'avais lu un Dis-moi. truc très intéressant. Un coiffeur, une coupe de cheveux, dans l'Empire romain, en valeur or, c'est à peu près équivalent à une coupe de cheveux aujourd'hui. Donc tu vois, en fait, l'or, c'est quelque chose qui vraiment garde sa valeur au fil du temps. Et quand tu exprimes la valeur des biens en or, c'est toujours à peu près constant. Donc l'or, en fait, techniquement, ne fluctue pas. Et c'est là où l'or n'est pas un investissement, parce que l'or ne prend pas de valeur, en fait. Si vous avez l'impression, enfin, si les cours de l'or fluctuent, c'est pas l'or qui fluctue, c'est le dollar, par exemple. Si vous regardez le cours or-dollar, c'est pas l'or qui change de valeur, c'est le dollar qui change de valeur. Et si l'or augmente, c'est pas l'or qui augmente, en fait, c'est le dollar qui perd de la valeur. Ça, je pense que c'est une grosse différence à avoir. Si vous achetez de l'or, à savoir, c'est que voilà, votre or ne prendra pas de valeur, gardera de la valeur face à une monnaie qui se déprécie dans le temps. Et pourquoi elle se déprécie? Un, parce que la confiance envers cette monnaie s'érode. On le sait, aujourd'hui, plus personne n'a confiance dans les monnaies fiat, je pense. Sauf les boomers, peut-être. Ah putain, ouais, l'enfer. Voilà, la confiance s'érode et surtout l'inflation fait que les monnaies fiat perdent de la valeur au fil du temps. Et donc, l'or prend de la valeur par rapport aux monnaies fiat, mais c'est pas l'or qui prend de la valeur, c'est les monnaies fiat qui en perdent. Voilà, je pense que c'est une grosse, grosse nuance à apporter. Ouais, c'est intéressant. Merci beaucoup pour cette précision. Un billet de 5 euros, on est d'accord, si l'euro ne vaut plus rien, vous pouvez l'allumer et le mettre au feu pour Ouais. vous chauffer. Vous avez qu'à Ça me regarder donnera. la valeur de l'or qui a explosé face au papier marque dans les années 20, pendant l'hyperinflation en Allemagne, où il fallait des brouettes de billets pour aller acheter ses baguettes de pain. En fait, techniquement, l'or n'a pas explosé pendant les années 20, c'est juste le papier marque qui s'est tellement déprécié que, en fait, 1 gramme d'or pouvait vous acheter des brouettes et des brouettes de billets, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais. Pour moi, l'or, c'est vraiment la classe d'actifs, ouais, du pessimiste, hein, tout simplement. Si le mec, il a peur de tout, il investit dans l'or, et au moins, tu es Mm. sûr que tu ne peux pas être déçu de cette classe d'actifs. T'achètes la sécurité, la stabilité, et ça depuis l'Antiquité. Tout à fait. Donc voilà, elle a fait largement. De toute façon, c'est la classe d'actifs qui a fait le plus ses preuves, hein, plus que les actions, les obligations. J'imagine bien encore plus que le Bitcoin. Pour moi, l'or, ça reste la référence absolue de la valeur. Surtout que 1 gramme d'or, c'est 1 gramme d'or. Contrairement, par exemple, des matières premières comme le diamant, enfin, pas des matières premières, mais le diamant, c'est une valeur de... Il y a de la richesse derrière un diamant, mais voilà, un diamant peut être plus ou moins Oui. pur, peut être plus ou moins abîmé. L'or, c'est de l'or. Voilà, tu fonds 1 kilo d'or, tu remets, ça sera 1 kilo d'or aussi. Exactement. Donc Et voilà, pour moi, dites-vous ça bien, reste la stabilité. voilà, et dites-vous bien que tout l'or qui était en circulation dans l'Antiquité, pendant l'Égypte antique, pendant l'Empire romain, pendant le Moyen Âge, tout cet or-là existe toujours aujourd'hui. L'or ne disparaît pas, en fait, Ça ne se consume c'est pas, ouais, ouais. inoxydable, tu vois, c'est inaltérable. L'or reste tel quel. Tu ne peux pas changer 1 gramme d'or. Et aujourd'hui, peut-être que dans votre bijou, il y a un peu d'or qui a appartenu, j'en sais rien, moi, à Jules César, tu vois, il avait sur sa bague, sa petite bagouze, tu sais pas. C'est ça. Et par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, l'or, c'est liquide. Alors, bien sûr, écouler un lingot de 12 kilos, ça sera plus compliqué qu'une pièce d'or, tu vois. Mais Ben pour moi, oui et tu vas non. dans n'importe quel pays, quelqu'un pourra te racheter ton or. Après, Oui, forcément, mais pour moi, c'est pas liquide dans le sens où tu vas pas aller à la boulangerie acheter ta baguette en or. Ah oui, absolument. T'es Mais comme en obligé de Bitcoin, passer en ce pour un moment, c'est intermédiaire, en impossible. fait. Oui, ça dépend d'où. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis pas Je au suis San d'accord avec toi. Salvador, mais Disons que l'or, c'est liquide si tu arrives à l'échanger contre de la monnaie fiat. Mais c'est pas toujours le cas. Parce que demain il y a une crise économique. Et t'as les États européens, par exemple, qui interdisent tous les revendeurs d'or d'échanger de l'or contre de la monnaie ou de vendre de l'or contre de la monnaie ou j'en sais rien. Tu vois, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais ton or, tu pourras rien en faire. Personne va te l'accepter. Ou alors peut-être au black sous le manteau. Mais ouais, voilà. Mais ça reste quand même une valeur pour protéger son épargne, tu tout à vois. fait, je suis d'accord. Ok. Bon, l'or, L'or, moi je j'ai pense tout qu'on dit a sur fait le l'or, tour. perso.
Tout à fait. Le cash. Le cash. Le cash, le cash, le Le cash, cash. quand on dit cash, c'est liquide, hein. C'est les billets, c'est les pièces, c'est pas les chiffres Voilà. sur votre compte en banque, c'est vraiment le cash liquide. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? Qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, avoir du cash, oui, il faut avoir 1000 euros chez soi en cash, de planquer. Ça peut être une bonne idée. Si c'est possible d'avoir du dollar, forcément, puisque nous on est européens, mais voilà, si c'est possible d'avoir plus du dollar que de l'euro, ça peut être une bonne idée. Euh, Après, oui, ça sert à rien d'avoir 12 000 euros de son épargne de précaution en cash chez soi, mais faut toujours partir du principe où on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce qui peut arriver. Vaut mieux avoir que de ne pas avoir. Hmm. Pour moi, vaut mieux avoir un peu de cash chez soi. La Grèce, Chypre, etc., ça a été fulgurant. Du jour au lendemain, tu pouvais plus aller chez le guichetier. Euh, c'est intéressant à savoir, mais la France a un niveau d'endettement qui est délirant en ce moment pour zéro croissance. Donc on est plus proche de ce qui s'est passé en Italie en 90, dans les années 90, donc c'est-à-dire où ça vaut quasiment rien, la monnaie, le lire italien. Donc avoir un peu d'argent chez soi pour vivre, voilà, le temps qu'il faudra, voilà, en tout cas pour survivre. Parce que bon, s'il y a une crise, forcément, il y aura d'autres paniques ailleurs. Mais voilà, faut pas être en dèche s'il y a un pépin. Voilà, s'il y a une crise systémique, si on peut plus aller retirer de l'argent, il faut quand même pouvoir vivre. Donc, avoir du cash chez soi, ça permettra de euh, ouais, de conserver son épargne, j'ai envie de dire oui, mais à très court terme, hein, parce que s'il y a une crise, il y a de grandes chances que l'euro ne vale plus rien. Voilà, s'il y a de l'hyperinflation, vos 2000 euros, ils achèteront une baguette de pain, quoi. Globalement, c'est ça le Voilà, truc. mais ça permet de pas, voilà, de pas faire la queue d'une heure et demie si on ne peut plus retirer d'argent, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, faut avoir un peu de cash chez soi, juste pour survivre, voilà, juste pour. Mais sinon, ça sert à rien. Hmm. Je pense que je suis d'accord avec toi. Personnellement, j'ai même pas de réserve de cash en liquide parce que aussi, je pense que, en fait, on n'est pas tout à fait dans la même situation que la Grèce en 2008 où les cartes de crédit étaient beaucoup moins répandues qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe quel commerçant accepte les cartes de crédit. Je pense que si demain il y a une crise, même si on limite les retraits au DAB, tu pourras toujours payer avec ta carte de crédit, même si tu as des plafonds, tu vois, qui te seront imposés tous les jours. Pour moi, tu pourras toujours payer avec ta carte de crédit. Donc, je pense que c'est Ça peut-être vaut mieux avoir que de pas vaut avoir, mieux tu vois, avoir que parce de que pas avoir, la tu carte vois, de c'est sûr. crédit, on me Mais dit non, on me dit non. oui, c'est sûr. Donc, La carte de crédit, ouais. tu vois vraiment, enfin, faut voir le pire dans ces cas-là. Mais je dis pas que je suis pessimiste, hein, mais tu prends tes, je sais pas, tes 1000, 2000 euros, tu peux partir dans un autre pays. Ta carte de crédit, elle servira que dalle dans l'autre pays, tu vois. Si, enfin, en théorie, tu peux payer Si avec. on te la, si on te la bloque. Si on te Parce que la bloque, ouais. carte de crédit est reliée à ton émetteur bancaire, tu Ouais, vois. Mais si t'es relié à la Société Générale, t'es mal barré, hein, c'est clair. tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi et je pense que je vais aller au DAB retirer 2000 balles histoire de. Pour- Ouais, non, mais c'est ça, faut. Tu retires, tu laisses, et voilà, t'en parles plus. Ouais, voilà, de toute façon, vous avez votre épargne de précaution, qu'elle soit en partie sur livret ou en partie au DAB. Tu vois, moi, je prends l'exemple, si je garde 10 000 euros sur mon livret et 2000 euros en cash, bon, j'ai mes 12 000 d'épargne de précaution, j'ai juste une petite portion en cash au cas où. Pourquoi pas, ça peut être une option. Ouais, voilà, comment? Moi, j'ai un peu d'euros, j'ai un peu de dollars, j'ai un peu de tout. Ouais, toi, t'es prévoyant, toi. T'as du pinard, t'as tout. Mais tout. Ok, J'ai tout. je pense qu'on a clôturé la Bon. partie cash, mais le cash, c'est le même problème que l'or, hein. Attention, planquez-le, pas au même endroit que l'or, et planquez-le face à un cambrioleur possible. Tu vois, demain, il y a quelqu'un qui vient chez toi, il prend tes 2000 balles en cash, bah, Vraiment 2000 balles. voilà, c'est ça. Donc attention à l'or. Le plus sécure, ça reste quand même un coffre-fort fixé au mur. Je pense que ça, c'est indestructible, incassable. C'est Ouais, fixé et au caché mur. surtout. Oui, un minimum caché, mais oui, le coffre-fort, ça reste, c'est un peu cher, mais je pense que ça reste la meilleure. Coffre-fort caché, c'est encore mieux. Ouais, je suis d'accord. Mais le Je suis coffre-fort, faut qu'il d'accord. soit fixé, parce que sinon le mec il part avec, t'es comme un con, quoi.
C'est clair. Ah, surtout que ça coûte cher un Ah, mais coffre-fort. ça coûte une fortune. Ah, si t'achètes un coffre-fort pour mettre 500 € dedans, honnêtement, vaut mieux les planquer dans ses chaussettes, hein. Ah, c'est clair, parce que le coffre-fort, il vaut le prix des. Enfin, je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte au moins 200-300 balles, je crois, hein. Ouais, ouais, donc, voilà, encore une fois, t'as des coffres-forts où tu peux les casser avec un stylo, mais ouais, un bon coffre-fort, ça coûte quand même un paquet d'argent. Ouais. Et voilà, s'il n'est pas fixé, il sert à rien. Hum. On a clôturé la Pour les partie cash, cash. c'est bon. Je propose qu'on enchaîne sur compte étranger et Interactive Broker sur le volet. Je vais peut-être embrayer dessus rapidement. Ouais, vas-y, vas-y. Déjà sur les comptes étrangers, sachez qu'il est quasiment impossible d'ouvrir un compte à l'étranger si vous n'êtes pas résident dans le pays ou si vous ne travaillez pas dans le pays. Donc déjà les comptes à l'étranger c'est une fausse bonne idée entre guillemets parce que vous n'y arriverez pas. Moi je me suis déjà renseigné plein de fois pour ouvrir des comptes en Suisse. Tu peux pas ouvrir un compte en Suisse si t'es pas résident suisse ou si tu travailles pas en Suisse. Donc déjà les comptes à Surtout qu'ils l'étranger, sont pas coulants. non ils sont pas cool. Donc, compte à l'étranger oublié, ça sert à rien. Vous pourrez pas en ouvrir. Par contre c'est possible d'ouvrir des comptes à l'étranger dans certaines néobanques, d'avoir des RIB étrangers. C'est plus le cas de Revolut. Avant, ils avaient des RIB lituaniens et même encore avant, c'était des RIB anglais avant le Brexit. T'as certaines néobanques comme N26, je crois, qui ont toujours des RIB allemands. Après, est-ce que t'as plus confiance en l'Allemagne qu'en la France? Moi, je suis pas convaincu. je pense que, Non, moi je non pense plus, que je c'est suis la pas même merde. convaincu. Pour moi, c'est le même délire. C'est clair. Donc voilà, compte à l'étranger, je pense que c'est entre guillemets une fausse bonne idée dans le sens où ça va être très compliqué à ouvrir. Si vous y arrivez, que vous arrivez à ouvrir un compte en Suisse, pourquoi pas. Je pense que si vous n'avez pas un patrimoine énorme, ils vous diront mec quittez, tu vois, casse-toi, tu vois. Donc voilà, impossible, je pense, sauf si vous déménagez à l'étranger, et évidemment, en sachant que si vous déménagez à l'étranger, il est possible de garder vos comptes en France. Donc oui, si vous avez travaillé dans un autre pays, mettons que vous avez travaillé un an en Suisse, vous avez ouvert des comptes en Suisse, même si vous repartez en France, vous pouvez en théorie garder vos comptes en Suisse. Donc là, oui, c'est possible. Donc vous pouvez tout à fait imaginer aller travailler un an en Suisse, ouvrir un compte là-bas, le conserver, c'est potentiellement possible. Mais vous ne pourrez pas ouvrir un compte à l'étranger depuis la France, c'est ça que je voulais dire. Ou en tout cas, si vous connaissez une méthode, dites-le moi, ça m'intéresse, surtout pour la Suisse. Ouais, je suis bien Mais d'accord avec toi, je suis bien d'accord avec toi pour les comptes étrangers. Tu voulais rajouter un truc? ouais, je voulais juste rajouter que pour moi, le meilleur moyen de sécuriser son argent à l'étranger, c'est Interactive Broker. Pourquoi? Moi, On j'ai... Ouais, on en reparle juste après. ok, on en reparle juste après. Vas-y. Ouais, on va faire un segment sur Interactive Ouais, je pense Broker. qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Moi, ça va aller très vite, hein, de toute façon, pour les comptes étrangers. Je pense que c'est une très bonne idée. Mais voilà, encore faut-il choisir un bon pays étranger. On va pas ouvrir, je sais pas, au Zimbabwe, un compte étranger. J'ai rien contre le Zimbabwe. En plus, ils payent en dollars là-dedans, là-bas. Pourquoi ils payent en dollars? Parce que Leur c'est une, monnaie, c'est casser la gueule c'est, surtout. ouais, voilà, parce que c'est une économie qui est sans cesse sous pression politique, etc. Bref, dictature. Donc, enfin, ouvrir un compte étranger, je pense que ça peut être une bonne idée. Après, c'est compliqué à mettre en place. Encore une fois, si vous avez 4 000 € à mettre, vous embêtez pas à ouvrir un compte à l'étranger. Les comptes à l'étranger, c'est pour vraiment quand tu as quand même pas mal d'épargne. Un compte étranger, même, ça peut être intéressant quand vous avez une entreprise, mais là aussi, il y a beaucoup de lois. Alors, là aussi, je vous vois venir, un compte étranger, on est bien d'accord qu'il faut le déclarer. Sinon, c'est de Et c'est l'évasion ça qui va fiscale. être... Voilà, on est bien d'accord, hein. Si vous ne déclarez pas votre compte à l'étranger, c'est de l'évasion fiscale. Un compte à l'étranger non déclaré, c'est de la fraude. La fraude, c'est 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. Je me suis un peu renseigné sur le sujet. Ouais. Bon, après, j'ai quand même vu Monsieur Cahuzac, un ancien ministre du budget, gouvernement socialiste, entre guillemets, fallait quand même le citer. Fraude avérée en 2012, quand il a menti devant l'Assemblée générale, il avait dit, je cite, je n'ai pas de compte à l'étranger. Bon, il en avait en Suisse, mais après tout, Eh, c'est comme notre il Bruno est... Le Maire national qui s'est barré en Suisse. Ouais, là, il partirait en Suisse, ouais. Aïe, aïe, Mais aïe. apparemment, par contre, on peut avoir fraudé des centaines de milliers d'euros et proposer sa candidature du Lot-et-Garonne pour les législatives de 2024, chose que Cahuzac a fait. Bon, elle a été éliminée dès le premier tour, mais c'est intéressant de savoir que l'on peut faire de la fraude fiscale et être
et ensuite devenir candidat aux législatives. Ça peut être intéressant, voilà, si vous avez une envie de faire une carrière politique et si vous avez été préalablement condamné pour Tout à évasion fiscale, fait. c'est possible. Et étonnamment, on retrouve beaucoup d'évasion fiscale et de magouilles du côté des camps socialistes et communistes, mais ça, je pense que c'est un autre... Je comprends pas. Hein? Je pense que c'est un autre Je débat, comprends ça. pas. C'est... Je comprends pas. on fait pas de Ouais. politique sur la chaîne, donc on n'ira pas Non, plus non, on loin. fait pas de politique, mais c'est un fait, enfin, c'est avéré, hein. C'est Il a avéré. pris une condamnation, il est candidat. Et Ouais. il a été candidat. Voilà, c'est factuel, hein. C'est ce qui s'est passé il y a qu'à lire les journaux. Donc voilà, compte étranger, il faut faire attention, c'est très régulier, régulable, Tout à fait. et surtout, il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Oui, sinon, Faut éviter d'avoir quelque c'est chose mille à cinq cents cacher. euros d'amende, je crois, pour un compte étranger non déclaré. Voilà. Voilà. Et forcément, si vous déclarez que vous avez un compte à l'étranger, j'espère que votre expert comptable est bon parce qu'à mon avis, le fisc, il va bosser sur vous. En sachant que c'est aussi possible d'ouvrir une société à l'étranger. Pareil, il y a beaucoup d'emmerdes, il y a beaucoup de Pour vivre au moins paperts. 6 mois là-bas ou à générer la Ça, ça, majorité de son chiffre ça d'affaires dans le... dépend des pays, mais effectivement, c'est beaucoup Ouais, d'emmerdes. Sachant c'est que, en particulier. plus, pour le coup, en France, autant on est extrêmement taxé en tant que particulier, autant quand vous avez une société, vous pouvez vraiment être très très peu taxé. Il y a plein de trucs pour. C'est assez, mine de rien, assez généreux la France sur le modèle de taxation des entreprises, beaucoup plus que des pays comme l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne par exemple. Donc, si vous avez une société, Ouais, Xavier Niel l'avait dit, hein. D'ailleurs, Xavier Niel, le patron de Free, avait dit que la France était un pur paradis fiscal pour les entreprises. oui, Alors, on croit pas. On a beaucoup de charges, notamment pour les salariés, mais il y a beaucoup de choses qui font les sociétés d'investissement, les fameuses holdings, etc., qui permettent de dévaluer un maximum. De toute façon, si un milliardaire le dit, c'est que il a raison. tout à fait. Et je pense que ça clôture la partie compte à l'étranger. Yes. Et effectivement, donc le On passe à deuxième Interactive point Broker. tout à fait qui est lié au compte à l'étranger, c'est Interactive Broker. Selon moi, je pense que c'est Interactive Broker la manière la plus sécurisée de garder vos actifs et votre argent, beaucoup plus sécurisé que Bourse Direct par exemple, je pense, c'est sûr. Oui, Pourquoi? c'est 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 clair. américain. Interactive Broker, c'est une société cotée. Donc ça veut dire que c'est une société qui se doit d'être 100% transparente. Ses comptes sont audités, sont publics, vous pouvez les consulter. Donc il peut pas, entre guillemets, il peut pas y avoir de fraude chez Interactive Broker. C'est un pays qui est régulé aux États-Unis, qui est coté un pays, une société qui est régulée et cotée aux États-Unis. C'est le plus gros broker au monde. Ça existe depuis les années 70, je crois. C'est un mastodonte. Tout Enfin, il y a énormément de fonds d'investissement, de gestionnaires d'actifs qui utilisent Interactive Broker au quotidien. Les RIB européens d'Interactive Broker, ce sont des RIB allemands, ce ne sont pas des RIB français. Quand vous envoyez votre argent chez Interactive Broker, vous avez un petit RIB qui commence par DE. Et vous pouvez ouvrir des comptes dans toutes les devises du monde entier chez Interactive Broker. C'est vraiment des comptes espèces séparés. Vous pouvez demain stocker votre cash en francs suisses chez Interactive Broker, c'est possible. En dollars singapouriens, c'est possible. Vous pouvez être rémunéré sur votre cash chez Interactive Broker, c'est possible. Attention, il faut avoir plus de 10 000 euros en liquidité pour être rémunéré dessus, je crois. Et ça dépend des devises, évidemment. Toutes les devises n'ont pas les mêmes rémunérations. Ça dépend des taux d'intérêt de chaque devise. Mais Interactive Broker, je pense que c'est le plus intéressant parce que c'est le plus gros, parce que c'est coté, on l'a dit, mais aussi parce que demain, même si l'Europe ou l'État français fait faillite et dit à Interactive Broker on veut récupérer les liquidités, déjà je pense qu'ils ne le feront jamais, mais c'est surtout que Interactive Broker n'a aucun intérêt à le faire, Interactive Broker n'a aucun intérêt à collaborer avec un État, parce que en fait ça détruirait sa réputation, quoi. Ça serait la fin d'Interactive Broker. Demain Interactive Broker gèle vos actifs ou fait quelque chose dans ce sens-là, la confiance envers Interactive Broker c'est terminé. Donc moi je pense, j'ai vraiment confiance en Interactive Broker. C'est aussi quelque chose qui est présent dans le monde entier, donc si demain vous voulez partir de la France par exemple ou partir de l'Europe dans un autre pays, vous avez juste à faire le changement de résidence fiscale chez Interactive Broker. Tous vos titres seront transférés, vous n'aurez aucun problème. Le service client est très bien, tout est très bien. C'est un peu compliqué à prendre en main, mais vous pouvez acheter des vraies actions sur Interactive Broker, pas comme des brokers entre guillemets en carton, comme Trade Republic, qui ne vous autorise même pas à acheter des vraies actions. Vous ne pouvez pas acheter par exemple du Apple au Nasdaq
Chez Trade Republic, vous pouvez acheter que du dérivé Apple sur le côté à Xetra, à la bourse allemande, Ouais. et en euros. Ouais, tu peux pas. Trade Republic, pour moi, c'est vraiment une fausse bonne idée. Hein. Trade Republic, j'aime pas Trade Republic. J'ai vraiment un problème avec ce broker. Passer le plus vite possible chez Interactive Broker, je pense que c'est le meilleur et c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Voilà. Qu'est-ce que tu en Je penses, suis Jean? d'accord. Non, mais je suis d'accord, t'as vraiment tout dit sur Interactive Broker. C'est un peu compliqué à prendre en main, mais honnêtement, Ouais, ça va vite, voilà, franchement. si vous n'êtes pas des fous de la gâchette, honnêtement, si vous passez 2 heures de bourse par mois, c'est totalement gérable Ouais, c'est clair. pour tout le monde. Et puis, Et, quand on l'a prise en main, franchement, c'est quand même très intéressant. ouais, ça C'est va bien vite. poussé, Ouais. on peut faire quand même pas mal de choses là-dedans. Donc, et oui, comme tu as dit, pour moi, ça reste, je pense, le meilleur compte à avoir. Tout à Le meilleur fait. compte à avoir. En sachant que il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Axel Investir avec Interactive Broker, je crois. Il dit tout C'est sur Interactive excellent. Broker. Donc, enfin, franchement, vous regardez la chaîne, vous saurez tout sur Interactive Broker. Et puis, arrêtez de passer par Et Trade en Republic, plus, arrêtez de passer par Trading 212, par eToro, par des brokers en carton. Passez chez des vrais brokers. c'est offert. Et en plus, une action intéressante. En plus, c'est une action intéressante. Et en plus, c'est autant peu cher que Trade Republic. Vous allez payer le même nombre de frais chez Trade Non, Republic que chez Interactive ouais, Broker. c'est vrai. Donc, C'est vraiment pas cher, autant Interactive Broker. Voilà, autant avoir un vrai broker qui vous permet d'avoir plusieurs devises, qui vous permet d'acheter les vraies actions primaires de chaque action et pas des dérivés allemands. Euh, voilà. Passez chez Interactive Broker. Je suis pas affilié, enfin j'ai un lien de parrainage, t'en as un aussi, mais on n'est pas payé par Interactive Broker pour faire la pub. Hein. C'est juste qu'on est vraiment convaincus, tous les deux, je pense que c'est le meilleur Non, broker. non. Et moi, je pense que Bon. nos fonds sont beaucoup plus en sécurité sur un compte titre comme Interactive Broker que sur un PEA comme Bourse Je Direct. savais que c'était coté Bourse Direct. Ouais, bon, c'est catastrophique. Hein. Ouais, les 4 balles, ouais, j'ai regardé. J'ai regardé ça il y a pas longtemps, comme quoi c'était coté. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais oui, non, c'est une très bonne société, Interactive Broker. Après, voilà, si vous avez un PE sur Bourse Direct, les amis, le clôturez pas. Hein. Non, le On est bien clôturez d'accord. pas. Hein. Nous, on est encore chez Bourse Direct, ça Mais se pour passe moi, très bien. il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu vois. Tout Mm. avoir sur un PEA, je pense que c'est quand même, mine de rien, assez risqué parce que vous dépendez de l'État, vous dépendez d'une enveloppe fiscale. Demain, il y a un régime X ou Y qui passe, RN, socialiste, communiste, on s'en fout. Bref, il y a un régime qui passe et qui dit l'avantage fiscal du PEA, ça ne nous plaît plus, on le supprime. Bah voilà. Bah, vous vous retrouvez avec des actions françaises de merde. Voilà. Super. Surtout qu'il y a de très grandes chances pour qu'à mon avis, oh, je sais pas, non, je pense pas qu'il régulerait le PEA parce qu'il y a tellement peu de Français Ouais, il y a peu. qui en ont. Les gens, ils s'en fichent, quoi, c'est impressionnant. Et c'est pour ça que quand même, le CAF rentable, faut quand même qu'on le dise, c'est quand même pour faire changer les mentalités. Voilà, comme quoi l'investissement, que ça soit en bourse ou pas en bourse, hein, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel à la portée de tout le monde, encore une fois. Et ça permet de mûrir, ça permet de... Ah, bref, investissez sur vous, investissez votre argent et faites-le bien. Et investissez à long Ça... terme surtout, arrêtez de faire du trading, s'il vous plaît, arrêtez de faire du trading. Ouais. Après, voilà, si vous voulez faire du trading, j'ai rien contre. Vous prenez 5% de votre portefeuille. Moi, j'ai tout testé. J'ai fait du trading, j'ai fait des value plays, j'ai tout fait. Moi, je vais être cash, Mais voilà. honnêtement. Je pense que c'est une mentalité, c'est une mauvaise mentalité. Mais c'est pas comme ça qu'on investit. Ouais, c'est pas comme ça qu'on investit. Mais après, il faut avoir une vision d'investissement. C'est pour ça. Faites votre test d'investissement, les amis, et travaillez, Ouais, travaillez, travaillez. Il n'y a que le travail qui paye, de toute façon. tout à fait. Alors, il nous reste deux sections à aborder. On est déjà à plus d'1h30 de podcast, je crois. Mais c'est pas grave, on va le finir. Même s'il fait 2 heures, on s'en fout. Oui, oui. Il nous reste les divers à aborder. Donc, divers, c'est tout ce qui est objet d'art, objet de collection, montre. Est-ce que tu veux nous en parler, Il y Jean? a Ouais, alors bah, pour se protéger de l'État, pour se protéger, enfin, pour protéger notre épargne, il y a des classes d'actifs qui sont un peu plus funky que les obligations, par exemple. Enfin, on a vu que ça ne permettait pas, mais ouais, il y a des actifs qui sont quand même assez sympas. L'art, est-ce que tu le savais, Hugo? Il y a l'indice Art Price 100 et suit les artistes les plus performants en vente aux enchères.
et il surperforme allègrement le S&P 500. Mais Non, on je va en ne reparler savais juste pas. après. Donc moi, j'ai regardé ça. C'était vraiment intéressant à lire. Le marché de l'art, faut le savoir, hein, ça représente 65 milliards de dollars en 2023, donc c'est quand même assez conséquent. Et en 2022, 52% des cabinets de conseil de gestion de patrimoine conseillaient l'investissement dans l'art. En quoi c'était une solution pour protéger son épargne contre l'inflation. Et c'était une étude de Deloitte, le cabinet d'audit et de conseil qui proposait ça. Donc je l'ai lu, c'était vraiment intéressant puisque fut un temps, je voulais un peu investir dans l'art. Et c'est pas exclu, hein, je pense vraiment le faire un jour, mais voilà, c'est assez particulier. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une sacrée performance qui est très intéressante. Voilà, ça surperforme depuis 2000 le S&P 500, et forcément l'Eurostock 50, hein, bien évidemment, l'art price 100. Si vous voulez investir dans l'art, vous pouvez, ou si ça vous intéresse, vous pouvez un peu voir ce qui se passe. J'ai vu Matisse, alors je suis pas du tout actionnaire de chez eux, mais Matisse, c'est une start-up française qui permet d'investir dans l'art. En gros, on achète des parts de, je sais pas, d'un Picasso, un artiste contemporain post-guerre. Hmm. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser, c'est quand même, ça peut être une classe d'actifs intéressante à prendre en main, même si vous investissez pas dedans, au moins de vous y intéresser. Mais ça reste une classe d'actifs qui est pour moi très, très spéculative. C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de doutes. Euh, et ça reste très complexe. Pourquoi on investit dans cette peinture qui est objectivement pas belle et pourquoi elle vaut plus cher qu'une autre peinture, voilà, qui est plus belle. C'est très subjectif, c'est très spéculatif. Voilà, il suffit que l'auteur il soit condamné pour X choses. Voilà, sa peinture ne vaudra plus rien. Voilà, pour moi, ça reste quand même, il y a quand même un storytelling derrière l'artiste, etc. à prendre en compte. C'est une classe d'actifs très complexe, mais très intéressante, comme je vous l'ai déjà dit. Ouais, si vous voulez vous y intéresser, vous pourrez. Et aussi, forcément, c'est illiquide à mort. C'est clair. Moi, honnêtement, l'art, j'aime pas tant qu'investissement parce que je pense qu'il faut vraiment s'y connaître et je pense que c'est beaucoup de bullshit, surtout l'art contemporain. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Moi, je trouve ça immonde. L'art contemporain, je vois pas Ouais, je suis l'intérêt. d'accord. Pour moi, il y a aucun intérêt. Après, oui, si vous arrivez à acheter du De Vinci, je sais pas, je m'y connais pas du tout en art, tu vois, mais des trucs vraiment objectivement beaux, pourquoi pas, mais bon, ça coûte une fortune. Euh, Mais Ça coûte une fortune, c'est compliqué à stocker, c'est compliqué à entretenir. On stocke pas un tableau comme on stocke des pièces d'or, tu vois, ça se dégrade dans le temps. Très compliqué à transporter, ça peut être tout à fait volé largement, il faut le sécuriser, c'est illiquide comme tu l'as dit, il faut s'y connaître. C'est un truc de passionné, je pense que c'est un truc de passionné. c'est passionné. Et puis, c'est un truc pour quelqu'un qui veut diversifier son patrimoine qui est déjà conséquent, tu vois. Je peux pas Ouais. commencer à investir dans l'art pour construire mon patrimoine. Voilà, ouais, tout à fait. Sinon, après, pour moi, il y a les montres, il y a le vin, le pinard, comme on dit. Là aussi, ce sont des classes d'actifs qui sont très intéressantes parce que tout est intéressant dans l'investissement, hein, selon moi. Mais c'est domaine de Mais connaisseurs aussi. Si vous n'êtes pas passionné, tu vois, ça va servir à rien, je pense. ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, même si le vin, c'est liquide, on est bien d'accord que investir dans le vin, c'est tout sauf liquide, c'est très illiquide. Tout comme Bah, si l'art. tu le bois, c'est Euh, liquide, hein. ouais, voilà, mais il y a que si tu le vois que c'est liquide. Et voilà, ce sont pour trouver aussi la clientèle. Enfin, pour écouler ton Nuit Saint-Georges, je sais pas, de 2020, etc. Faut trouver l'acheteur. C'est pas évident. Les clients sont compliqués à trouver. Faut des clients fiables. Ouais, Et il y a aussi beaucoup de frais derrière tout ça, des frais qui sont importants et qui sont obligatoires. Il y a des frais de ouais. conseil, il y a des frais, il y a des assurances. Assurer un Pétrus, assurer un Rembrandt. Je peux te dire qu'à mon avis, c'est pas assurer la Clio 3, tu vois. Oui, c'est clair. Et puis surtout, ça se dégrade aussi. Tu le stockes mal, il est bouchonné, ton vin, il vaut plus rien. Voilà. Il y a des frais qui sont importants. Il y a des frais, il y a des assurances pour les bouchons, hein, au cas où si ton vin est bouchonné. Il y a des frais de logistique, il y a des frais de garde, hein, conserver
Conserver un tableau dans un port franc, ça coûte très cher. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un port franc, je vous encourage très vivement d'aller voir sur Arte, la chaîne YouTube Arte. Voilà, les ports francs, c'est excellent, J'adore excellent, Arte, hein. excellent. Ah, j'adore, non, mais la chaîne YouTube Arte est excellente. Vous voulez vous intéresser à l'investissement, regardez-la. Pourtant, c'est une chaîne de gauche, mais vous regardez, On n'a dit comment pas de dire. politique, Jean. Non, mais comme France 2, c'est une chaîne de gauche, tu vois, mais il y a des très bons, il y a des très bons documentaires dessus. Tu vois, il y a des très bons documentaires dessus, mais voilà, sur Arte, vous regardez la partie Planète Finance. Vous allez avoir plein de trucs sur le Bitcoin, sur les vendeurs à découvert, et notamment sur les ports francs. Qu'est-ce que c'est un port franc? Mhm. Voilà. Les fameux hangars qui permettent de détaxer, les hangars à milliardaires, ils appellent ça de mémoire. Voilà, voilà. Très C'était ma bien. petite partie sur les classes d'actifs Bah un peu écoute, funky. très intéressant. Moi, je suis pas du tout dans ce délire, honnêtement, parce que j'ai une vision assez minimaliste au final des possessions matérielles. Pourquoi? Parce que je pense qu'on connaît tous la phrase de Fight Club, nos possessions finissent par nous posséder. Je crois que c'est un truc comme ça. Si vous avez jamais vu Fight Club, allez le voir. Très, Clairement, très bon film, c'est très, un très bon film. incontournable. Mais tu vois, personnellement, j'aime pas avoir trop de possessions physiques de valeur parce que je pense que tu dors mal en fait quand t'en as trop, parce que tu peux te les faire voler du jour au lendemain. Donc voilà, ceci dit, je pense que comme tout le monde, moi j'aime aussi les belles choses, tu vois, j'aime bien avoir quelques bijoux, potentiellement j'ai une montre aussi, alors pas une montre qui vaut une fortune, hein, mais une montre assez intéressante. Mais je pense qu'en fait tu peux appliquer la philosophie de l'investissement dans ta vie de tous les jours. Moi je vais te donner un cas très concret, je devais acheter une voiture, et à la base, je me suis dit, je vais juste acheter une voiture pas chère, une Clio, etc. Mais je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire un choix un peu plus smart, tu vois, qu'acheter une Clio. Parce que moi, j'ai pas du tout envie de mettre de la thune dans ma voiture, donc je m'étais fixé un budget assez faible. Et je me suis renseigné sur les voitures qui potentiellement pouvaient coter, qui étaient pas chères et qui pouvaient coter, prendre de la valeur, etc. Et au final, je me suis retrouvé à acheter une Peugeot 406 coupé. Alors pour ceux qui connaissent, voilà, vous connaissez. Mais c'est une voiture qui est classée donc Young Timer, donc qui n'est pas encore collection, mais qui a le potentiel de le devenir, qui prend de la valeur dans le temps. Et potentiellement, c'est une voiture sur laquelle je vais pas perdre d'argent. Et peut-être même que je vais en faire parce qu'elle va prendre de la valeur dans les années à venir. Donc c'est un cas typique d'achat entre guillemets intelligent dans lequel vous pouvez transformer un achat qui normalement aurait détruit une partie de votre patrimoine parce que c'est un passif, c'est pas quelque chose qui vous rapporte de l'argent, en un achat qui au moins conserve sa valeur ou peut-être en prend. Ça peut être le cas quand vous achetez une montre, ça peut être le cas quand vous achetez une voiture, ça peut être le cas quand vous achetez votre résidence principale si vous faites ça correctement. Euh, Quand vous achetez des meubles aussi. Il y a pas mal de choses comme ça dans la vie où vous pouvez transformer une dépense, peut-être pas en un investissement, parce que forcément une voiture, ça sera toujours moins rentable potentiellement que d'acheter des actions, mais vous pouvez le faire de manière intelligente pour maximiser votre rendement, même sur des biens qui techniquement dégradent votre patrimoine, quoi. Voilà, tout Ouais. simplement. D'accord. Et oui, et donc du coup, effectivement, le meilleur moyen de se faire voler, c'est de posséder des biens. Donc moins vous possédez de biens, moins vous avez de chances de vous faire voler. Parce que vos actions, personne ne pourra voler. Votre or, Après, c'est de la diversification, oui, tu vois, c'était un Pétrus, c'était un patrimoine de 2 millions d'euros. oui, Bon, tu vois, exactement, c'est ça en fait. tout à fait. Tu veux qu'on Euh, passe à la conclusion? Conclusion, nos stratégies personnelles, je t'en prie, vas-y. Ouais. Bah, moi, tout simplement, ça va être, comme on avait parlé dans le podcast sur l'épargne, qu'on vous encourage à aller voir. Euh, j'ai mes comptes de livret qui sont quand même assez bien remplis pour, voilà, pour la sécurité. J'ai, et après, tout le reste, j'ai en action, en fait, tout simplement. En action, ETF. C'est beaucoup dans l'investissement, donc en bourse. Alors, j'avais acheté un peu de vin, etc. Pour le kiff, parce que j'aime bien voilà, m'intéresser à les différentes régions, Rhône-Alpes, etc., Bourgogne, mais parce que ça m'intéresse. J'ai pas fait ça pour Oui, la performance, j'ai pas fait ça pour de la croissance, j'ai fait ça pour le kiff, parce que ça me plaît. Quand je vais voir des potes et tout, on parle de vin, etc.
On peut partager des bouteilles, c'est un moment de partage, c'est un investissement de partage, c'est un investissement de passion. Donc c'est pas un investissement de performance. Carrément. Euh, Quand j'ai acheté mes caisses de vin, j'étais pas en mode ah, putain je vais les revendre fois 3, etc. Non, c'est aussi un investissement sur soi parce que ça permet d'apprendre de nouvelles choses et donc voilà tout simplement un investissement de partage. Et généralement, quand tu partages une bonne bouteille de vin, tu partages une bonne bouteille de vin avec des gens qui sont intéressants. Donc en fait, c'est pas l'investissement dans le vin qui va t'apporter, mais c'est ton vin qui va être la pièce maîtresse, enfin comment dire, l'intermédiaire entre ces Mhm. deux personnes, entre toi et la personne en face, qui va jouer son rôle. Tu vois. Donc bon, t'as la petite partie dans le vin, mais après les montres, oui, j'ai pas de montre exceptionnelle. J'ai ma petite montre qu'on m'avait offert pour mes 20 ans, mais voilà, qui est sympa, mais qui est d'une mec, c'est pas un investissement, ça, je vais la garder toute ma vie. Mais voilà, ça reste quand même des classes d'actifs qui sont quand même assez funky, c'est vraiment pour le kiff. Donc voilà, moi, c'est va être Mhm. cash, parce que il me faut de l'épargne de précaution. Cash, pourquoi? Parce que faut que je montre à la banque comme quoi je sais gérer de l'argent pour un futur projet ouais, un futur projet de société potentiel et après tout le reste action Très action et bien. ETF bien évidemment. Bah écoute, moi j'ai une stratégie assez similaire. Je garde le minimum en épargne liquide. Je pense qu'aujourd'hui j'en ai trop. J'en ai trop, il faut que je cut un peu ça. Mais je pense que c'est important d'avoir son épargne de précaution liquide. Il faut que l'épargne de précaution, vous pouvez vous en servir immédiatement. Donc c'est du livret, potentiellement à la limite, tu vois, un interactive broker en France suisse si vraiment vous êtes parano et que vous voulez pas avoir de l'euro. Mais pas d'assurance vie, pas d'action, pas d'ETF, pas d'obligation. L'épargne de précaution, ça doit vraiment être disponible immédiatement parce que c'est ce qui vous sert en cas de coup dur. J'ai pas de cash, j'ai pas d'or. Est-ce que ça m'intéresse l'or? Pourquoi pas, peut-être un jour, je sais pas. J'ai pas encore d'immobilier, ça m'intéresse, l'immobilier locatif. Voilà. Le reste de mon patrimoine, vous le savez, vous me suivez, c'est du 100% action, 100% ETF. ETF de moins en moins, même si je suis convaincu que les ETF c'est quelque chose de bien, tu vois, en fait, Magnifique. plus je creuse, plus j'ai. En fait, moi, en vrai, je me sens plus à l'aise à acheter une action en direct, que je sais, que je possède, que j'ai analysé et que je comprends, que d'acheter un ETF qui passe par un intermédiaire. Je reprends l'exemple d'Amundi qui m'a changé mon S&P 500 du jour au lendemain. J'ai rien Ouais. demandé, j'ai pas été averti. Ça m'a vraiment dégoûté des ETF. Donc, j'ai une mauvaise expérience avec les ETF. J'en ai toujours. Moi, le seul ETF aujourd'hui que je possède, c'est le BNP Paribas S&P 500. Je le garderai, ça c'est sûr, je vais pas le revendre. Est-ce que j'en rachèterai? Peut-être, je sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais j'adore les actions. Je pense que c'est la meilleure classe d'actifs possible et imaginable. Achetez des actions, gardez-les. Ne faites pas du trading, visez long terme. Achetez des actions de qualité que vous comprenez. Arrêtez d'acheter des actions françaises sur PEA. Je pense que ça, on l'a martelé, martelé, martelé. Arrêtez d'acheter du Sanofi, du Safran, du Air Liquide. Il y a tellement mieux à faire ailleurs. Puis diversifiez-vous, quoi. Arrêtez. Moi, quand je vois des portefeuilles avec 20 lignes d'actions françaises, ça me fait déprimer, quoi. Les gars, putain, sortez du CAC 40, franchement, allez vous diversifier ailleurs, il y a tellement mieux à faire. Euh, C'est clair. voilà, comme on l'a dit, donc les objets d'art, moi ça m'intéresse pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me passionne. Tu vois, j'adore les musées, j'adore l'architecture ancienne. Ouais. Tu vois, je suis un passionné d'histoire, donc j'adore les vieilles choses. Mais l'art contemporain, moi, ça me dégoûte, donc clairement, j'irai jamais investir dedans. Et comme on l'a dit, ensuite le dernier point, je pense qui est important à update pour être 100% transparent avec vous, c'est que moi j'ai complètement changé d'avis sur le Bitcoin, mais pas sur les cryptos. Je pense que c'est un point très important à faire. Je pense que les cryptos, notamment tout ce qui est altcoin, shitcoin, même l'Ethereum, tout ça, je pense que ça n'a pas d'intérêt spécifique, ou en tout cas que c'est pas, je mettrai pas mon argent dedans, ça c'est clair. Par contre, je pense que le Bitcoin c'est intéressant. De plus ça va, plus je suis convaincu que c'est une classe d'actifs qui a de l'avenir. Est-ce que ça va remplacer l'or? Est-ce que ça va devenir le peg monétaire mondial? Donc le peg, c'est ce sur quoi est indexé les monnaies. Je pense que ça a le potentiel. Est-ce qu'on le verra de notre vivant? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je suis convaincu que c'est une classe d'actifs qui a de la valeur aujourd'hui, qui a une valeur intrinsèque, qui a de l'avenir, qui a de la rareté, qui a un intérêt. Donc j'ai complètement changé d'avis dessus. Donc je suis en train petit à petit d'acheter du Bitcoin.
J'en achète pour ceux qui veulent savoir sur Binance, mais je ne garde pas mes bitcoins dessus, je fais ça dans les règles de l'art. J'ai acheté un cold wallet, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver, un Blockstream Jade, sur lesquels je vais transférer mes bitcoins que je vais garder précieusement. Et je compte aujourd'hui faire une DCA sur le bitcoin, je pense entre 500 et 1000 euros par mois. Alors vous allez me dire c'est beaucoup, oui, mais j'ai beaucoup de cash, donc j'aimerais transférer en fait une partie de mon cash en bitcoin. Moi je vois le bitcoin pas comme une classe d'actifs comme les actions qui sont vraiment long terme, mais plus comme une réserve de valeur comme l'or, et presque comme une épargne de précaution. Donc j'ai pour objectif de faire du DCA dessus à long terme, surtout pas de trading, garder, hold comme on dit, et voilà, pour moi c'est du très long terme. Buy and hold. Buy and hold, exactement. Time in the market beats timing the market, on en revient toujours au même. Et je pense que voilà, si les cryptos vous intéressent, et surtout le Bitcoin, parce que je pense que c'est la seule crypto qui a un vrai avenir financier, hein, parce qu'il y a d'autres cryptos qui peuvent avoir de l'intérêt, je pense notamment à Ethereum, mais plus dans le milieu du développement et dans le milieu applicatif, mais c'est pas pour ça que c'est une monnaie qui aura de la valeur. Mais en tant que crypto-monnaie qui a de la valeur et qui a la capacité de préserver et de conserver de la valeur, le Bitcoin est pour moi la seule en tête. Et pour ça, faites ça dans les règles de l'art. N'ayez pas du Bitcoin sur des exchanges. Gardez pas votre Bitcoin sur Binance, par exemple. On a vu ce que ça a donné avec FTX. Voilà, tout simplement. La petite conclusion, et on vous fera évidemment un deep dive là-dessus en Ouais, parce que septembre. moi, je garde mes forces pour le deep dive parce que j'ai pas forcément cet avis. Je vais pas dire pas du tout parce que il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais voilà, Très bien. je vais encore potasser le sujet, mais pour l'instant, je suis pas forcément convaincu des crypto-monnaies, Bitcoin y compris. En tout cas, les amis, j'espère que le podcast, enfin, on espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez N'hésitez aimé, les pas, 5 comme étoiles comme d'habitude, nos d'habitude. chaînes perso, Apple Podcast, Spotify, Voilà, et les commentaires, vraiment, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez carrément. pas à donner des conseils pour les prochains podcasts. On vous écoute. On essaye de tout allier. Voilà, et Très ben, bien. je vous dis tous les Ouais, lundis à 8 tous les heures. lundis matin à Voilà, 8h. pour bien commencer la semaine. Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao. Salut.